Bien, bonjour à tous, bonjour mesdames, messieurs. Merci d'être présents pour ce 9e point presse de l'année 2021. Merci à ceux qui sont connectés en audio et merci à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube du ministère des Armées. Nous allons commencer par les sujets d'actualité. 2 sujets au menu cette semaine. Les 2 concernent des sujets capacitaires et industriels. Je vous annonce tout d'abord la commande par le ministère des Armées de 367 missiles MICA de nouvelle génération pour les avions Rafale. Le programme MICA de nouvelle génération date de fin 2018. Il avait été lancé par la ministre des Armées. 200 missiles avaient été alors commandés pour des livraisons à compter de 2026. Et nous faisons une commande complémentaire aujourd'hui de 367 missiles pour des livraisons entre 2028 et 2031. Je rappelle que le MICA est un missile, le MICA actuel et le MICA NG demain est un missile RR de moyenne portée, d'interception, de combat et d'autodéfense. Il remplacera à l'horizon 2030 le missile MICA qui sera progressivement retiré du service. Ce marché de 1,8 milliard d'euros, je parle là de l'ensemble du programme MICA-NG et pas de la commande des 367 missiles dont je parle, couvre, outre la commande des missiles, évidemment son développement et également la rénovation pyrotechnique des actuels missiles MICA pour porter leur durée de vie jusqu'à l'horizon 2030. Donc, les missiles MICA sont, comme vous le savez, embarqués sur les Rafales tout standard, sur les Mirage 2000-5 et sur les Mirage 2000D rénovés. Au plan industriel, ce programme représente de l'emploi pour 300 personnes pendant 5 ans, chez MBDA, bien sûr, maître d'œuvre, mais également chez l'ensemble de ses sous-traitants, Thales, Safran, Roxel, Eurinco. Sur le programme du missile MICA de nouvelle génération en tant que tel, la ministre des Armées avait demandé que, tout d'abord, ce missile soit indépendant de contraintes d'exportation américaines. Donc il n'y a pas de composant ITAR à bord du missile MICA de nouvelle génération, d'une part. Et d'autre part, elle avait demandé un investissement en propre de l'industriel, dans une volonté de relation équilibrée entre l'État et l'industrie, ce qui passe par d'abord un autofinancement conséquent par MBDA du développement de ce missile, et ensuite, en cas de succès à l'export pour ce missile, d'une part, la perception de redevance par l'État, comme il en est normal, et d'autre part, une baisse du prix unitaire des missiles pour la France, si succès à l'export il y a. Donc un programme emblématique, à la fois pour le renouvellement capacitaire de nos armées, pour notre supériorité dans le combat aérien, et en termes de relations avec notre industrie de défense. Deuxième point d'actualité, une bonne nouvelle, la qualification du viseur de casque Scorpion pour le standard F4 du Rafale vis-à-vis des essais d'éjection. Une campagne de test et de qualification a été menée sur un centre de la DGA à Cazaux, DGA essai en vol. De quoi s'agit-il? Le standard F4 embarquera un viseur de casque Scorpion, dérivé du combat terrestre, mais pour l'avion Rafale, qui permet à la fois sur cette visière de protection oculaire d'afficher un certain nombre d'informations relatives à la mission, à la navigation, et également de désigner des objectifs en tournant simplement la tête. Et donc il s'agissait de qualifier le fait que ce nouveau casque, qui va être mis sur la tête de nos pilotes, n'obère pas les capacités d'éjection, la survivabilité du pilote. Donc des tests ont été menés depuis la phase d'éjection jusqu'à la survie du pilote en milieu aquatique avec ce nouveau casque, et ces essais sont concluants. Donc cela préfigure l'arrivée progressive du standard F4 du Rafale à partir de 2022 dans nos forces. Voilà pour les 2 premiers points d'actualité de ce point presse. Je passe désormais à l'agenda des 2 ministres. Demain, vendredi 19 mars, la ministre des Armées s'entretiendra avec son homologue de Singapour, le docteur Eng Hen. Avec Singapour, les relations sont denses. Nous avons des intérêts stratégiques convergents en matière de liberté de circulation maritime, en matière d'équilibre en Indo-Pacifique et en matière de sécurité maritime. Concrètement, cette relation se matérialise par des rencontres régulières entre la ministre des Armées et son homologue, que ce soit dans le cadre du dialogue de Shangri-La, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, ou de la conférence pour la sécurité de Munich, mais aussi, je le rappelle, par le stationnement permanent, depuis 1998, à Cazaux, d'un escadron aérien de forces singapouriennes qui forment leurs pilotes à Cazaux. Par ailleurs, je vous rappelle qu'en 2000, la France avait exporté 6 frégates type Formidable vers Singapour. Et ça sera donc cette rencontre l'occasion pour la ministre des Armées de proposer l'accompagnement de la France dans la modernisation de ses forces maritimes.
Dans la foulée de cet entretien, la ministre des Armées aura un entretien avec, d'une part, le chef d'état-major des armées et d'autre part, le délégué général pour l'armement. Le même jour, toujours le vendredi 19 mars, la ministre déléguée, Madame Darrieussecq, présidera la cérémonie officielle dans le cadre de la Journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette journée a été instituée en 2012. Cette date du 19 mars est la date anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, qui lui-même faisait suite aux accords d'Évian du 18 mars 1962. Cette cérémonie officielle aura lieu à 15h, quai Branly, devant le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Dans la foulée, Madame Darrieussecq présidera la cérémonie de ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, à 17h. Lundi prochain, la ministre se rendra à Berne, en Suisse. Je vous rappelle qu'en novembre 2018, les deux ministres de la Défense avaient signé un accord intergouvernemental qui densifiait encore la relation de défense entre nos deux pays, notamment en y incorporant les questions cyber, questions qui sont à l'honneur aujourd'hui. Bon, je rappelle que la Suisse est évidemment un allié précieux pour la France, qui a accueilli pendant cette crise Covid plusieurs patients pour contribuer à faire baisser la pression hospitalière dans la région Grand Est. Des échanges auront évidemment lieu en anticipation de la présidence française de l'Union européenne, et le sujet du terrorisme au Sahel sera abordé. La ministre des Armées apportera évidemment aux industriels français un soutien, un accompagnement dans le cadre de la compétition en cours sur les avions de combat, et je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Mardi 23 mars, la ministre des Armées se déplacera dans les locaux de l'entreprise Soprasteria à Paris. Alors Soprasteria est une entreprise de notre base industrielle et technologique de défense, spécialisée dans la transformation numérique, connue de nous tous pour leur pilotage du projet Source-Solde, logiciel qui désormais est opérationnel dans toutes nos armées. Mais la raison de ce déplacement sera la notification d'un marché pour un nouveau système d'information qui s'appelle Brasidas, qui concerne le maintien en conditions opérationnelles de nos équipements. Nous avons aujourd'hui 80 systèmes d'information différents pour gérer la logistique des pièces de rechange, les plans de maintenance. Il s'agit, avec ce contrat et ce projet Brasidas, de rationaliser ces 80 systèmes d'information avec un objectif, améliorer la disponibilité aéronautique, qui est un des axes très forts de la politique de Madame Parly. Et une démonstration donc, de la maquette numérique qui a été développée par Soprasteria dans le cadre du dialogue compétitif sera présentée à la ministre. En fin de journée, mardi 23 mars, la ministre présidera un comité exécutif sur le service de santé des armées. Le lendemain, le mercredi 24 mars, classiquement, la ministre participera à un conseil de défense suivi d'un conseil des ministres. Le lendemain, le jeudi, la ministre aura un déplacement dont nous vous parlerons un peu plus tard, je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Et le vendredi 26 mars, la ministre des Armées présidera un comité de politique industrielle de défense, comité qu'elle avait initié en 2019. L'idée, quelle est-elle ? Rassembler dans un même lieu, en l'espèce l'hôtel de Brienne, les grands industriels de la défense, les représentants des PME, les autorités de la Direction générale de l'armement et du ministère de l'économie pour fixer le cap en matière de politique industrielle de défense. Seront au menu des échanges de vendredi prochain la pérennisation de la task force relative à la BITD, qui avait été développée au début de la crise sanitaire, la question du financement des entreprises de défense et des relations avec les banques, le soutien aux PME et l'Europe de la défense. Enfin, elle devrait s'entretenir avec son homologue britannique, M. Wallace. Je vous rappelle, mais vous le savez, que notre relation de défense n'est pas altérée par le Brexit, qu'elle est sous-tendue et structurée par les accords de Lancaster House, signés il y a 10 ans, que, en particulier, les Britanniques mettent à disposition des hélicoptères Chinook au Sahel, aux côtés des militaires français et européens, que nous menons des programmes d'armement conjointement, le système de lutte anti-mine du futur, le missile anti-navire léger qui équipera nos hélicoptères Guépard. Et cet échange sera l'occasion pour le ministre britannique de présenter à la ministre des Armées la revue intégrée, l'Integrated Review, qui est finalement le pendant britannique de l'actualisation de la revue stratégique que nous avons nous-mêmes publiée en janvier. Voilà pour l'agenda des deux ministres. Sauf si vous avez des questions, nous allons désormais attaquer le focus thématique du jour sur le cyber.
Alors, je remercie tout d'abord le général Tisser, commandant de la cyberdéfense au ministère des Armées, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous cet après-midi, et aux ingénieurs de la DGA qui sont également présents pour présenter une manipulation en matière de lutte informatique défensive. Alors, je ferai juste une courte introduction avant de céder la parole au général. Alors, pourquoi on a choisi de vous faire un point presse focalisé sur les questions cyber aujourd'hui? Parce qu'il y a une actualité qui ne vous aura pas échappé. Tout d'abord, un niveau de menace qui augmente. L'ANSSI a récemment communiqué sur la multiplication par 4 du nombre d'attaques détectées globalement sur le territoire français. Aux bornes du ministère des Armées, je ne parle pas d'attaques, je parle là d'événements de sécurité informatique. En 2019, 800 événements avaient été identifiés et en 2020, ils étaient de l'ordre de 2700. Je parle bien d'événements de sécurité, je ne parle pas d'attaques. Derrière événements de sécurité, il peut s'agir de mails réceptionnés avec des pièces jointes douteuses, par exemple. Et la très grande majorité de ces événements est sans gravité. Donc un contexte de menace croissante. D'autre part, une présentation mi-février, le 18, par le président de la République de l'accélération de sa stratégie en matière de cyberdéfense, avec 2 axes. D'une part, travailler sur des solutions innovantes et souveraines, et d'autre part, constituer un véritable écosystème public-privé en matière de cyberdéfense. Cela s'est matérialisé concrètement au niveau du ministère des Armées par la signature par Mme Parly d'une convention avec le groupement d'intérêt professionnel ACIMA, Action contre la cybermalveillance, qui est un groupement qui regroupe là aussi des acteurs publics et privés chargés de lutter contre la cybermalveillance. Et très concrètement, nous mettons à disposition un officier de la DRSD pour aider notamment le tissu privé à mieux lutter contre les attaques cyber. Et enfin, une actualité brûlante, c'est l'exercice DEFNET, dont le général parlera, qui a commencé le 11 mars et qui se terminera le 26, qui est la 8e édition du genre, et dont le but est de tester la planification, la coordination, le bon fonctionnement du ministère des Armées, de ses militaires, de ses ingénieurs et techniciens qui travaillent en matière cyber, et d'évaluer la façon dont nos systèmes numériques et nos systèmes d'armes répondent à des attaques cyber simulées. Je n'en dis pas plus sur ce sujet. En termes d'enjeux politiques associés au cyber, ce sont des enjeux qui sont identifiés de longue date. Le livre blanc de 2013 mentionnait bien sûr le cyber, celui de 2008 aussi, la revue stratégique de 2017 et son actualisation en 2021, et bien sûr la revue stratégique de cyberdéfense en 2018. De manière concrète, cela s'est traduit par la création d'organismes dédiés au cyber. D'une part, l'ANSSI, créée en 2009, d'autre part, le commandement de la cyberdéfense militaire en 2017. La loi de programmation militaire réserve évidemment une place de choix aux questions cyber, 1,6 milliard d'euros d'investissement entre 2019 et 2025, et un certain nombre de recrutements. Sous votre contrôle, mon général, nous avions en 2020 3400 cybercombattants, qui en 2025 seront 4500. Donc sur la durée de la loi de programmation militaire, ce sont précisément 1123 cybercombattants qui auront été recrutés grâce à la loi de programmation militaire. Un effort tout particulier en matière de formation, je n'insiste pas, chaque armée a des formations qui lui sont propres et qui montrent à quel point cet enjeu a été pris en compte par nos armées, un BTS système numérique au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, un master spécialisé cyber avec l'école de l'air Centrale Marseille, le CEA et le ComCyber, et la Marine nationale qui a, en association avec l'Institut Mines-Télécom, le NSM et l'ENSTA Bretagne, créé un master spécialisé en cybersécurité navale. Bien évidemment, les écoles sous tutelle DGA, l'école polytechnique, l'ISAE, ont également des formations en matière cyber. J'en ai presque terminé. En matière d'infrastructure, un premier pôle sous votre contrôle, mon général, à Paris, constitué d'un état-major de la cyberdéfense, et une plaque rennaise, le groupement de la cyberdéfense des armées, qui a été créé le 1er septembre 2020, avec une inauguration par la ministre d'un premier bâtiment en octobre 2019, le bâtiment Roger Baudouin. Donc les investissements sont en train de se poursuivre à Saint-Jacques-de-la-Lande. 200 millions d'euros seront consacrés à des dépenses d'infrastructures, des investissements d'infrastructures dans la zone de la Maltière, à Saint-Jacques-de-la-Lande, pour construire un temple de la cyberdéfense. En 2025, nous aurons, public et privé, près de 1600 spécialistes travaillant dans le domaine cyber sur la plaque rennaise. Voilà, j'en ai désormais terminé et je vous cède, mon général, très respectueusement la parole.
Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'aborder avec vous un certain nombre de points sur la cyberdéfense, et notamment vu du ministère des Armées, bien évidemment, mais la cyberdéfense, elle est très transverse, et bien évidemment, elle irrigue énormément d'autres domaines. Vous posez la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en fait, cette menace... vous le voyez tous, hein, il n'y a pas une journée sans qu'un secteur d'activité ne soit attaqué. En fait, qu'on parle d'attaques cyber contre le secteur de l'énergie, contre le secteur médical, contre des entreprises liées au numérique. Eh bien, ces attaques, en fait, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre finalement les effets, bien évidemment, et les effets négatifs par rapport aux activités, par rapport aux métiers. Le métier du ministère des Armées, ce sont les opérations, et évidemment l'activité du ministère, mais ce sont ces opérations qui sont essentielles, bien évidemment, pour protéger le territoire, pour protéger la population, pour protéger nos intérêts vitaux. Et là, c'est le rôle des armées. Les armées disposent de systèmes d'armes. Ces systèmes d'armes sont numérisés. Et on voit bien aujourd'hui que si un attaquant réussissait à passer certaines barrières, eh bien, il pourrait bloquer nos systèmes, il pourrait voler des données dans ces systèmes-là et réduire notre capacité d'action. Donc pour nous, ministère des Armées, c'est essentiel d'appréhender au juste niveau cette menace de la cyberdéfense. Alors, quels sont les effets, ce qu'on veut éviter, mais quels sont les acteurs, justement, ces attaquants, et quels sont les commanditaires derrière ces attaquants? Ces attaquants, de plus en plus, ce sont des groupes évolués. On parle beaucoup dans la presse de groupes APT, de modes d'action APT, pour Advanced Persistent Threat, donc des groupes constitués permanents qui vont travailler, qui vont se positionner principalement dans l'Internet, mais pour pouvoir accéder à tout ce qui est connecté à l'Internet, et là, être à l'affût, aux aguets, identifier des vulnérabilités et les exploiter pour eux-mêmes, ou, pire maintenant, les mettre à disposition d'autres acteurs, les mettre en location. Et aujourd'hui, ce qui émerge de plus en plus, justement, c'est du malware as a service. Comme on a tout un tas de services avec le cloud, et bien là, justement, dans l'Internet sombre, c'est mis en place ces mécanismes pour louer, mettre à disposition un certain nombre de mécanismes pour que des groupes attaquent et en fait louent en fonction des gains financiers qu'ils auront eu directs ou en revendant les informations qui sont récupérées. Je parlais quels sont les commanditaires, parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ces groupes se vendent parfois à certains ou sont rattachés potentiellement à des États. Il y a un suivi qui se fait évidemment par les spécialistes de la cyberdéfense, spécialistes institutionnels, mais aussi un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'universitaires qui vont décrire ces modes d'action, ces APT, avec des signatures et qui vont justement essayer de comprendre pour qui ils travaillent. Et donc, un certain nombre de ces groupes sont plus ou moins directement rattachés, en effet, à des États qui utilisent justement les facilités, les opportunités offertes par le cyberespace pour pouvoir mener un certain nombre d'actions. Et on voit finalement derrière que on peut potentiellement avoir des États qui agissent dans le cyberespace, on peut avoir des groupes criminels qui agissent, et finalement, ça brouille les cartes. On est habitué à avoir en effet une menace de nature étatique ou des groupes terroristes constitués qu'on trouve sur les théâtres d'opération. Mais là, en fait, on se retrouve avec des entités performantes qui peuvent agir contre nous. Et c'est pour ça que le ministère des Armées, non seulement, évidemment, il se prépare à un affrontement majeur dans le cyberespace et on travaille sur ces hypothèses d'engagement majeur pour pouvoir faire face au même titre qu'on le fera dans les autres milieux, air, terre, mer, spatial maintenant, et donc dans le cyberespace, mais aussi par rapport à toutes les autres utilisations. On parle aussi aujourd'hui beaucoup de modes d'action hybrides qui utilisent le cyber, la manipulation de l'information et d'autres actions, des groupes plus ou moins mercenaires. Et puis cette cybercriminalité qui peut toucher aussi le ministère des Armées. En fait, nous ne sommes pas à l'abri de la cybercriminalité, pas nécessairement parce que nous sommes visés par cette cybercriminalité, puisque typiquement, aujourd'hui, ce qui rapporte beaucoup, ce sont les rançongiciels. On pénètre un système, on bloque le système, on empêche d'utiliser les données et on demande une rançon. Eh bien ça fait gagner beaucoup d'argent à la cybercriminalité. Elle s'est spécialisée dedans. Et c'est pour ça, en effet, qu'aujourd'hui, le x4, c'est principalement aussi des rançongiciels, dans ce volume de cyberattaques, parce qu'en fait, c'est le jackpot quasiment immédiat pour ces entités-là, quoi.
Donc nous devons aussi, parce que nous recevons des emails par nos passerelles entre l'Internet et nos réseaux du ministère des Armées, et nous devons donc nous protéger contre cela. D'où cette nécessité d'être au courant, de suivre, de se documenter sur l'ensemble des groupes élaborés, évolués, pour pouvoir justement s'en défendre. Et parce qu'aujourd'hui, ces groupes ont gagné en efficacité, ont gagné en force, en complexité. Et finalement, ça fait que cette menace, en effet, elle est en augmentation quantitative, mais aussi qualitative. Alors après, derrière cela... Avant de parler à l'adaptation de la réponse, moi, en tant que commandant de la cyberdéfense des armées, je me dois d'être paranoïaque et je me dois d'anticiper au maximum sur cette conflictualité dans le cyberespace. Et finalement, j'ai évoqué avec vous des modes d'action hybrides contre lesquels on va devoir lutter dans le cadre d'une défense globale, qui ne sera pas que cyber, mais avec d'autres moyens, et éventuellement aussi, et même sûrement, certainement interministériels. Et donc, je me pose derrière des questions sur, en effet, cette concurrence, cette compétition entre les acteurs stratégiques, avec ce qu'apporte le cyber, que de pouvoir agir sous un seuil de l'agression armée. Donc, finalement, c'est difficile. Est-ce que je peux mettre en place des mécanismes de légitime défense? Comment est-ce qu'on met en place des mécanismes de défense collective dans le cyberespace? Il y a énormément de questions qui se doivent d'être posées pour qu'on ait les moyens d'y répondre. Et ça, c'est important. La cyberdéfense, ce n'est pas que de la technique, de la technologie, c'est aussi des réflexions d'ordre politique, d'ordre stratégique, d'ordre juridique, pour pouvoir trouver les moyens de répondre à cela. Et on n'est plus du tout dans une perception temps de paix, crise et guerre. On est véritablement, en effet, il se passe énormément de choses dans le cyberespace avec des acteurs qui sont dans ce cyberespace et qui utilisent les caractéristiques propres et spécifiques du cyberespace. La contraction de l'espace et du temps. Très rapidement, on peut envoyer un email aux États-Unis, en Chine, à l'autre bout du monde, ça va très très vite. C'est quasiment immédiat, en fait. Cette aussi possibilité dans le cyberespace, en fait, d'utiliser des avatars, d'utiliser des relais et donc finalement de pouvoir s'anonymiser. On a beaucoup de mal à retrouver qui est derrière telle ou telle action dans le cyberespace. Et puis une complexité énorme, en fait. Et puis, un rythme de production de nouveaux équipements numériques, de nouveaux logiciels, de nouveaux usages, qui fait que finalement, on est toujours un peu en retard si on veut réguler, si on veut contrôler, si on veut comprendre ce qui se passe et si on veut s'assurer que ça a bien été paramétré. Et en fait, aujourd'hui, vous le savez, souvent, ce qu'on appelle les bêta-testeurs, ceux qui testent les logiciels et les matériels, eh bien, ce sont les utilisateurs. Et bien justement, aujourd'hui, tout cela, ça génère des vulnérabilités. Et en fait, s'il y a un mot à retenir dans le cyberespace, en fait, toutes ces attaques, elles s'appuient sur ces vulnérabilités. Et il y a même justement un marché noir des vulnérabilités où on se les vend. Dernièrement, vous avez dû entendre parler de vulnérabilités zero day. Donc, c'est des vulnérabilités qui ne sont pas publiées, mais qui éventuellement sont connus par certains et qui peuvent les utiliser pour mener un certain nombre d'attaques. Et donc, Microsoft a évoqué un certain nombre, justement, de vulnérabilités et qui ont été résolues avec des patchs à télécharger. Et là, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est vérifier d'où on télécharge le patch, parce que ce patch peut être piégé là aussi. Ce qu'il faut bien voir dans le cyberespace, dans cette lutte, c'est que l'ennemi, il est particulièrement agile, il est particulièrement opportuniste. Et il va utiliser toutes les possibilités pour pouvoir pénétrer votre ordinateur et nuire à votre action. Alors aujourd'hui, justement, comment le ministère des Armées se positionne? Justement, quelle est cette capacité d'adaptation à la réponse? Eh bien, elle est multiple, elle est ambitieuse, parce qu'il faut justement être à la hauteur des enjeux. Et derrière, il y a un certain nombre d'éléments, de domaines, je vais en détailler un certain nombre, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans tous ces domaines-là, se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être une cyberpuissance et la France veut-elle être une cyberpuissance? La ministre des Armées, je vous le rassure, a dit que la France allait être une cyberpuissance. Elle est justement dotée d'un certain nombre d'outils, de mécanismes qui la qualifient justement en termes de cyberdéfense. Des capacités pour se protéger par rapport aux attaques, des capacités pour pouvoir agir sur l'état d'opération de manière offensive, ça c'est quelque chose d'important, mais au-delà de ces capacités défensives et offensives, c'est aussi le fait de dire qu'on va l'utiliser. Et la ministre des Armées et le chef d'état-major des armées l'ont dit, c'est une arme d'emploi sur le théâtre d'opération, dans un cadre très strict, évidemment, juridique, de maîtrise des effets de bord,
d'un certain nombre de mécanismes liés au droit humanitaire international, de discrimination, de proportionnalité qui sont importants, des mécanismes qui sont utilisés dans nos opérations conventionnelles et qui donc sont utilisés aussi dans le cyberespace. Donc derrière tout ça, c'est bâtir justement ces capacités, c'est bâtir une structure, un mécanisme de commandement et de contrôle donc de ce que l'on fait dans le cyberespace avec une vision très, très opérationnelle et des chaînes qui vont permettre, et justement le commandement de la cyberdéfense est tête de cette chaîne de lutte informatique défensive, mais il ne fait pas tout pour tout le monde. Je vais peut-être en décevoir certains, mais je ne fais pas tout pour tout le monde. En revanche, je conduis la défense et je m'appuie sur l'ensemble des chaînes et sur l'ensemble des armées, directions et services qui, elles, justement, pour leur métier, ont développé des systèmes d'information et je les aide à faire en sorte que ces systèmes d'information puissent être défendus et ensemble, on définit de quelle manière on va pouvoir le faire. Donc, il y a une subsidiarité qui se fait parce que le numérique, il est partout et nous sommes tous des acteurs du numérique, donc de la cybersécurité ou en tout cas d'un premier niveau. Et après, donc, il y a des unités, des entités spécialisées comme on a au sein du commandement de la cyberdéfense. Ce qui est important aussi, c'est de définir une doctrine d'action. Qu'est-ce qu'on veut faire si on nous attaque? Comment est-ce qu'on va réagir? Et ça, c'est important. Et justement, aujourd'hui, le ministère des Armées a une doctrine à la fois en matière de lutte informatique défensive, mais aussi en matière de lutte informatique offensive, où on définit ce que l'on fait, comment on le fait, avec qui on le fait, de quelle manière. Et aujourd'hui, en matière de défense, le ministère des Armées n'est pas recroquevillé sur lui-même, il ne s'est pas bunkerisé. Il a conscience que de toute façon, de par les échanges, on a des contacts avec l'extérieur. Et aujourd'hui, on voit bien que tous nos systèmes et nos équipements sont fournis par des industriels. Et ces industriels, il faut qu'on travaille avec eux pour s'assurer que l'un ou l'autre ne soit pas porteur d'un malware et pour qui serait transmis aux autres. Et c'est cette convention justement qui a été signée par le ministre de la Défense avec les 8 maîtres d'œuvre industriels principaux de la Défense pour définir un cadre de confiance, un cercle de confiance dans lequel nous travaillons ensemble pour pouvoir justement s'informer rapidement si l'un est attaqué, pour que les autres le sachent et pour que collectivement on monte en gamme en matière de sécurité. Ce qui est important aussi, et je dirais même assez essentiel pour être une cyberpuissance, c'est être capable donc de planifier et de conduire des opérations, mais que ces opérations ne soient pas uniquement dans le cyberespace, mais qu'elles soient aussi intégrées, combinées avec les opérations traditionnelles, avec les opérations spéciales. Et ça, c'est quelque chose de compliqué, justement, d'intégrer une opération cyber dans le cadre d'une opération plus large. Et c'est ça qui fait la différence entre les acteurs de la cyber. C'est ceux qui sont capables de le faire et ceux qui ne le sont pas. Évidemment, et ça c'est classique dans ce domaine-là, il faut des capacités d'innovation, il faut des capacités d'adaptation, l'intelligence artificielle, le quantique, ce sont des domaines bien évidemment qui ont toute leur place dans le domaine de la cyberdéfense. Et puis après, il faut une politique RH volontariste, en fait, parce que derrière tous ces équipements techniques, derrière toutes ces procédures, toutes ces TTPs, tactiques, techniques et procédures, il y a des humains, des hommes et des femmes qui sont essentiels au domaine de la cyberdéfense. Et alors donc justement quelques exemples. J'ai parlé justement déjà de cette convention qui est importante avec les industriels. On travaille bien et on progresse. La consolidation des capacités de cyberdéfense, qu'est-ce que c'est? En fait, on a un héritage, évidemment, au sein des armées. Je vous ai parlé d'actions combinées, mais à la base, on a en effet un certain nombre d'armées qui ont leur système, qui ont leur mission, et tout ça, aujourd'hui, ça se combine dans une action interarmée, et on intègre les capacités de chacune des armées. Donc c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Donc en matière de cyberdéfense, si on veut superviser les réseaux, eh bien, il faut faire en sorte que ces réseaux soient interopérables, il faut qu'ils puissent être interconnectables, il faut qu'on se pose la question de la donnée de la cyberdéfense, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette donnée, comment on peut la traiter, comment on peut s'en servir pour identifier des attaques qui n'auraient pas été identifiées avec des antivirus classiques, par exemple. Et puis, je l'ai évoqué là aussi, mais vraiment, on fait cet effort sur l'agilité, sur l'innovation.
L'agilité et l'innovation, on le retrouve justement dans la Cyberdéfense Factory, donc à Rennes, qui a été en effet inaugurée par Madame la Ministre il y a un peu plus d'un an, que nous faisons avec la DGA. Et là, en fait, ce sont des startups qui viennent travailler avec nous pour développer des algorithmes en fonction des besoins opérationnels exprimés par le ComCyber, pour pouvoir justement répondre à nos besoins. Et nous travaillons ensemble dans cette structure, quoi. Enfin, le dernier point qui est la caractérisation des attaques, ça c'est fondamental. Il faut comprendre ce qui se passe. Une attaque informatique, une attaque cyber, c'est pas juste un événement technique. Derrière, c'est une intentionnalité. C'est quelqu'un qui déroule un mode opératoire et qui veut vous voler des données ou qui veut profiter de votre ordinateur pour rebondir sur un autre ordinateur. Et donc, il faut comprendre cela. Et donc, le mécanisme qui est de dire, voilà, je me bunkerise, je ferme les portes, les fenêtres et ainsi de suite, ça ne marchera pas parce qu'on nous oubliera toujours le soupirail, on aura oublié quelque chose et l'attaquant qui est au fait des vulnérabilités, il va pouvoir les utiliser, il sera beaucoup plus rapide que nous. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est partir du postulat qui va tenter de rentrer et qu'en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est l'identifier. Donc, c'est mettre des détecteurs, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent de le garder dans un coin, de cloisonner son action. Et là, fort justement de ces détecteurs, de l'identification de ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de comprendre son mode opératoire et essayer même de remonter par rapport à l'ensemble de la chaîne qu'il a définie pour nous attaquer. Et là, justement, de par cette défense en profondeur, on peut réduire les impacts de cet attaquant et en plus, en simultané, identifier d'où il vient, quels sont les serveurs. Et là, le droit, la loi de programmation militaire, justement, nous autorise à pouvoir réagir et à faire stopper cette attaque. En fait, en coordination avec l'Agence nationale de SSI, les armées, justement, si nous sommes attaqués dans nos intérêts vitaux, intérêts militaires, il y a cette possibilité. Donc tout cela, justement, nous positionne très clairement dans cette idée, cette notion de souveraineté numérique. Et la souveraineté numérique ne peut s'entendre aujourd'hui que par rapport à une cyberdéfense suffisamment forte et qui est en mesure d'analyser et de comprendre quels sont les enjeux, quels sont les domaines derrière tout cela. Je vous propose maintenant de passer justement sur un des volets de la mise en œuvre de cela. Je vous ai dit que l'homme et la femme, l'humain était fondamental. Eh bien, ces humains, il faut les former, il faut les entraîner à titre individuel et à titre collectif. Parce que la cyberdéfense, ce n'est pas que théorique, c'est en pratique et sous la pression. C'est de la gestion de crise. L'incident qui a été préparé par l'attaquant depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, d'un seul coup, il se déclenche au pire moment. Et là, il faut être capable de réagir. Et c'est difficile parce qu'en fait, c'est plein de domaines. Il faut comprendre ce qui se passe. Et donc, on a besoin de s'entraîner à cela. Et aujourd'hui, justement, cet exercice DEFNET qui a été annoncé, et donc vous avez pu le voir qu'on a fait en sorte d'être fidèle à la tradition, d'avoir cet esprit un peu bidouilleur, un peu hacker, mais hacker blanc, de lancer une petite annonce qui fait un petit peu réfléchir sur cette manière-là. Et bien cet exercice, donc, il monte en gamme. Après une période un petit peu de chauffe, là j'y étais ce matin justement, je suis allé à Rennes pour voir comment ça se passait, les divers acteurs qui organisent l'exercice et qui le pilotent, et puis les joueurs, ceux qui en bénéficient et non pas qui subissent les attaques, eh bien ça se passe bien, ils sont tous motivés. Et cet exercice, justement, il est assez fondamental parce que il regroupe l'ensemble, justement, des chaînes opérationnelles. Donc je dis bien vraiment opérationnelles, en fait, des chaînes de commandement avec ce centre opérationnel du commandement de la cyberdéfense qui est la tour de contrôle, qui anime et qui est en contact direct avec l'ensemble des acteurs, mais aussi avec l'extérieur, avec l'ANSSI, l'Agence nationale de SSI, par rapport à ce volet interministériel de la gestion de crise, ce volet un peu politique, mais aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, la difficulté d'avoir d'autres acteurs extérieurs au ministère, comme les industriels de la défense. Eh bien, ils participent à cet exercice, justement, dans le cadre de la Convention. C'est une possibilité qui a été mise en place. Et on simule de vrais incidents cyber sur des vrais systèmes d'armes. Il y en a d'autres qui sont simulés sur des plateformes informatiques, mais d'autres qui sont réels. Et donc, en fait, là, c'est une succession d'événements, et l'objectif, c'est vraiment de les mettre sous pression dans un contexte de crise importante, dans un scénario international, avec une partie territoire national et une partie déploiement sur l'état d'opération, pour qu'ils soient au plus près, justement, de ce qui pourrait arriver si on rentrait dans une phase forte
dessus. Autre point aussi, donc je vous ai cité en effet des industriels, mais il y a aussi des réservistes opérationnels. On en a 20% qui sont présents, en fait, des effectifs dans cet exercice et qui nous apportent beaucoup. Des jeunes aussi qui sont en école et dans lesquels justement on profite de cet exercice pour les faire travailler sur un certain nombre de thématiques, sur des captures the flag, hein, des exercices un peu attaque-défense et justement pour leur faire connaître ce que c'est que la cyberdéfense au sein des armées et puis apporter aussi un peu une autre vision justement de cette conflictualité dans le cyberespace qui est importante à intégrer. Et puis, d'autres exercices, hein, il y en a, donc évidemment, DEFNET, c'est l'exercice central, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des exercices notamment internationaux, comme LOCShields, qui est multinational et qui est animé par le centre d'excellence de Tallinn, hein, qui est un centre d'excellence de l'OTAN. Et cette année, pour la première fois, en fait, après avoir pendant 2 années gagné l'équipe France constituée de l'ANSSI et du ComCyber, ça fait 2 années de suite qu'on était la première nation en fait à gagner ce challenge international de haut niveau, hein, je le dis en toute humilité. Et bien là, cette année, on va avoir une équipe mixte avec les Suisses, justement, nos camarades suisses, qui sont vraiment très impliqués dans le domaine de la cyberdéfense, et ils vont travailler avec nous sur ces volets, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental, beaucoup d'exercices, et pas que des exercices cyber, des exercices classiques dans lesquels il y a des volets cyber. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on développe de plus en plus, et aussi notamment au sein de l'école de guerre, l'exercice majeur de l'école de guerre, Coalition, maintenant il y a un volet cyber qui est dedans, quoi. Et puis bien évidemment, beaucoup d'autres exercices dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'OTAN, et une importance de la France dans ces structures, d'être très active, il ne faut pas dire proactive, quoi. Et derrière tout ça, et je terminerai par cela, il y a ce recrutement en fait, hein. Donc je me fais agent recruteur, hein. Je suis un CIRFA à moi tout seul, si vous le permettez, en tout cas avec toutes nos équipes, mais bien évidemment avec l'appui des directions des ressources humaines des armées et de la DRHMD, puisque c'est leur cœur de métier. On fait en sorte de leur apporter des éléments justement pour qu'on puisse recruter des besoins importants en effet, plus de 1000 cybercombattants qui ne sont pas que des ingénieurs Bac+5 en informatique. On a besoin aussi de personnes qui ont des profils de géopolitique, des profils de sciences humaines, pour comprendre tout cet écosystème du cyberespace pour pouvoir agir dessus. Et donc, un effort important a été fait au niveau des rémunérations. Bien évidemment, ce ne sont pas les rémunérations des secteurs privés, mais nous donnons du sens à l'action, nous donnons du sens à cette action des cybercombattants pour pouvoir justement apporter et consolider la résilience de nos forces armées pour des missions donc de protection du territoire, des populations, des intérêts vitaux, et puis des parcours très variés en fait entre voilà un peu d'offensif, un peu de défensif, d'autres éléments des audits, des parcours assez rares et assez uniques qu'ils peuvent trouver au sein du ministère des Armées, quoi. Donc voilà, et j'ai parlé donc maintenant je vais céder la parole à la DGA qui est un de nos partenaires importants justement pour développer tous ces outils que j'ai évolués et notamment dans des cycles de plus en plus courts parce que c'est important pour pouvoir être réactif, quoi. Donc, messieurs. Bonjour à tous. Donc pour faire écho donc aux enjeux qui ont été cités par le ComCyber, je vais donc vous préciser donc le rôle de la DGA dans cette mission globale du ministère. La DGA, son rôle, c'est de fournir les outils dont a besoin le ComCyber pour réaliser sa mission. L'expertise cyber de la DGA, je vais la développer autour de 3 axes. Le premier axe qui tourne autour de la maîtrise d'ouvrage et de l'ingénierie des systèmes complexes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la cyberdéfense est prise en compte dès le début des programmes d'armement. Voilà. C'est-à-dire qu'on va définir des architectures, centrées sur la sécurité. Voilà. Et ce phénomène va devenir de plus en plus prégnant. Ensuite, ce qu'on met en place également, c'est des méthodes agiles. Alors les méthodes agiles, c'est quoi? Ce sont des process de développement sur quelques semaines, mettons 8 à 10 semaines, et ça permet de rester toujours en contact avec le besoin qui est à satisfaire et également de pouvoir intégrer des technologies telles l'intelligence artificielle, des big data, pour pouvoir obtenir la meilleure réponse au meilleur moment. Voilà.
Et ça permet de répondre à une problématique qui est très forte chez nous dans notre domaine, c'est l'évolution rapide de la menace cyber. Alors je vais citer un exemple, par exemple, c'est un travail que l'on mène avec le CALID. Donc le CALID, c'est le centre, je dirais, la grande tour de contrôle de la lutte informatique défensive du ComCyber. Et on développe aujourd'hui une aide à la décision basée sur de l'analyse comportementale. L'idée est de travailler avec l'opérationnel et dès qu'on fait des développements, on les met tout de suite en prototypage et on les teste en réalité avec le CALID. Voilà. Et on fait cette boucle vertueuse de manière à pouvoir apporter une réponse le plus rapidement possible au ComCyber. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est notre expertise technique qui est basée sur un large spectre de compétences dans tous les volets de la cybersécurité. Il faut savoir quand même que chez nous, on a des experts en cryptographie, on a des experts en cybersécurité, on a des auditeurs, on a des architectes, mais on a aussi des développeurs, on a des pentesters, donc c'est-à-dire des spécialistes sous l'angle attaque pour tester le système en cybersécurité. Donc on a vraiment un panel qui est très riche. Et puis ce qu'on peut souligner également, c'est qu'on a aussi des chercheurs associés, ce qui nous permet de garder un contact assez étroit avec le monde académique et de pouvoir orienter des thèses. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est la capacité d'innovation pour la supériorité des armées. C'est quelque chose que l'on développe de plus en plus. Bon, c'est des choses qui existaient déjà avec le terme des études amont. Les études amont aujourd'hui ont été je dirais, redynamisé, puisqu'on est passé d'un budget de 10 € à 30 € annuels aujourd'hui sur les études amont. On apporte également des soutiens aux PME au travers de différents dispositifs tels RAPID, par exemple, c'est l'acronyme. Et je voudrais également souligner le pôle d'innovation technologique qui est en train de se mettre en place, Bingo, qui veut dire Bretagne Innovation Grand Ouest, qui a pour objectif de faire émerger de l'innovation avec des académiques d'un côté et des startups, des PME de l'autre. Voilà. On contribue également au pôle d'excellence cyber. Donc là, la mission du pôle d'excellence cyber, c'est plus tourné sur la formation et sur la recherche. Et puis, comme je l'évoquais, on participe et on oriente et on suit une douzaine de thèses par an. C'est un des secteurs, je dirais, de la DGA qui suit le plus des thèses. On va passer au suivant. Planche suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce qui est fondamental à bien retenir dans notre mission, c'est qu'on cherche à croiser les cultures opérationnelles, techniques et industrielles. On ne peut progresser que si on croise ces trois cultures, et on le verra tout à l'heure au travers de la vidéo. Aujourd'hui, on est en face de systèmes d'armes, de systèmes d'information qui sont massivement numérisés, en plus interconnectés. En plus, on veut faire des bulles opérationnelles, je dirais, interarmées. Donc, on est dans des problématiques de sécurisation qu'il nous faut bien sûr bien cerner. Une menace cyber, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est toujours en constante évolution. Et donc, la DGA est le référent technique cyber du MINARM. Voilà. Et on travaille en étroite collaboration avec le ComCyber pour tout ce qui est définition des besoins opérationnels et échange, comme ça a été évoqué, sur le niveau de la menace. Nous, ce qu'on apporte, ce sont des solutions qu'on organise grosso modo sur 3 types de missions. Ce qui est relativement classique, c'est la protection. Donc ça, c'est traditionnel. Donc on cherche à empêcher qu'on rentre dans nos systèmes. C'est pas toujours possible. Donc on a aussi un deuxième volet qui est la défense. Donc là, la défense, on surveille le comportement d'une machine, on surveille le comportement d'un système, et si on commence à observer des comportements anormaux, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, ensuite, vient la chaîne ComCyber pour traiter l'incident. Et puis, je voudrais insister sur un troisième point, c'est la résilience. La résilience, c'est quelque chose de fondamental. On peut toujours essayer de se protéger, mais ce qui est important, c'est que l'opérationnel puisse toujours avoir une capacité opérationnelle dégradée peut-être, mais en tout cas qui puisse toujours avoir cette capacité opérationnelle. Voilà, donc ça c'est les 3 points qui nous permettent, qui sont travaillés. Donc on travaille ça sur des systèmes d'armes comme des avions, des chars, des satellites. On travaille également sur les systèmes d'information comme, mettons, des systèmes satellitaires, Syracuse, Descartes.
Mais aujourd'hui, on va plus loin dans cette démarche. On s'intéresse à d'autres phénomènes. On s'intéresse aujourd'hui à la sécurisation des automates. Ça paraît... On a l'impression, mais un automate, c'est ce qui va commander la propulsion d'un navire. Et un automate, eh ben, ça peut aussi se faire piéger. Bien, bonjour à tous. Donc, vous avez vu au travers donc, de cet exposé, je dirais, les deux domaines principaux d'intervention de la DGA. Donc, à savoir, d'une part, pour arriver à contrer les menaces que l'on vient de vous illustrer, être en mesure de livrer aux forces des systèmes qui soient durcis du point de vue de la sécurité. Et comme ça l'a été évoqué par le ComCyber, par le général, que ce durcissement il soit effectif tout au long du cycle de vie du système, puisque là on voit bien qu'on est passé par une phase de maintenance pour attaquer le système, dans l'illustration que nous venons de voir. Et nous avons aussi la mission de développer les outils qui vont permettre au ComCyber de mener ses actions dans le cyberespace. Donc, au sein de la DGA, et plus particulièrement à DGA Maîtrise de l'information sur le site de Bru, donc en proximité immédiate du pôle du ComCyber sur le site de la Maletière, eh bien, nous avons une très forte montée en puissance pour pouvoir accompagner le ComCyber et répondre à ces enjeux, avec notamment, alors aujourd'hui, pour vous donner quelques éléments chiffrés, le site de DGA Maîtrise de l'information, c'est 1500 personnes. Sur ces 1500 personnes, vous avez aujourd'hui 500 ingénieurs qui travaillent sur le domaine de la cyber. Donc il faut savoir qu'on a une très très forte montée en puissance. Sur les 3 dernières années, nous avons fait une centaine de recrutements. Et sur la période qui s'écoule entre maintenant et la fin de la LPM, nous avons encore prévu de nous renforcer à hauteur de 250 personnes. Donc c'est une montée en puissance qui est assez considérable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les recrutements qu'on fait aujourd'hui, au regard des volumes de personnel qu'on recrute, on a environ un tiers d'ingénieurs, donc de jeunes diplômés qui sortent d'école, un tiers de jeunes ingénieurs qui ont en gros entre 3 et 5 ans d'expérience, et puis un tiers de personnes, d'ingénieurs qui sont plutôt en seconde partie de carrière. Et donc du coup, face à cet afflux de nouveaux arrivants, eh bien évidemment, on doit mettre en place des actions de formation pour les amener au meilleur niveau, qui permettent de répondre en fait aux enjeux sur lesquels on nous demande d'être présents. Et donc ça passe par de la formation interne, évidemment, avec des formations sur des technologies de pointe en cybersécurité, que ce soit l'analyse de malware, la détection d'intrusion, l'architecture de sécurité, la cryptographie, avec une activité très très importante en lien avec le monde académique pour être au meilleur niveau. Et tout ça, ça se passe dans l'écosystème de Bru, avec une proximité immédiate avec les opérationnels, ce qui permet d'avoir des échanges évidemment très très importants. Et donc ça permet d'offrir en fait aux jeunes recrues, aux personnels qui vont travailler dans le domaine de la cyber sur le site de Bru, un environnement qui est à la fois très stimulant sur le plan technique, qui est innovant parce qu'on a une très très forte politique d'innovation avec tous les mécanismes qui vous ont été présentés par ailleurs. Et donc, eh bien, on a à cœur en fait, de poursuivre cette politique de recrutement active avec donc aussi une politique de formation associée pour mettre les personnels dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la phase des questions. Bonjour, Franck Cognard à France Info. Une fois l'attribution a été faite dans les règles, vous êtes certain de qui vous a attaqué, quels sont les quel est le panel de réponses offensives que la cyberdéfense peut mettre en place? Est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce qu'il y a des règles d'engagement comme pour un pilote dans l'armée de l'air, pour un soldat, etc. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement nous dire là-dessus? Alors, en fait, la première étape, c'est la caractérisation de l'attaquant, quelle technique, quel mode d'action. À partir de ce travail de caractérisation, on va faire ce qu'on appelle une imputation, c'est-à-dire on va dire, voilà, ce mode d'attaque, ces techniques, c'est forcément tel APT quelque chose, ou en tout cas, on a l'intime conviction que ça l'est. Et après... En effet, l'attribution en tant que telle, ce terme, est plutôt réservé à cette démarche politique, donc de pouvoir associer justement ces modes d'action à un acteur clairement identifié. Et derrière votre question, je vois bien qu'il y a le côté potentiellement étatique ou rattaché à un État. Et là, en fait, compte tenu justement des mécanismes de réponse,
ce n'est pas une décision qui évidemment est prise au niveau du ComCyber, c'est une décision politique, et en fonction de la nature de l'attaque, de l'attaquant qu'on a identifié, cette décision peut se prendre par les plus hautes autorités de l'État. Et donc il y a un mécanisme justement de gouvernance de la réponse à ce type d'attaque qui peut toucher le ministère des Armées ou d'autres entités, qui va se faire à plusieurs. Et aujourd'hui, on a défini une stratégie de réponse aux cyberattaques qui identifie qui nous attaque. Comment est-ce qu'il nous attaque? Est-ce que ce sont des modes d'action intrusifs ou bien est-ce que finalement la porte était ouverte et il a regardé, il a récupéré des éléments, voilà. Et donc, quelles sont les conséquences de cette attaque? Et fort de ces trois éléments, on va donc caractériser le niveau de la cyberattaque. Et après, on a identifié un certain nombre de possibilités de réponse, donc en interministériel, des réponses qui peuvent être diplomatiques, qui peuvent être économiques, qui peuvent être juridiques, qui peuvent être militaires. Et dans le militaire, elles peuvent être cyber ou conventionnelles. Donc en fait, tout ça, c'est un panel, en fait, une sorte de boîte à outils de possibilités de réponse, avec pour chacune d'elles un risque associé. Évidemment, si on a un acteur qui est reconnu pour être très performant en matière de cyberdéfense, qui nous fait une petite attaque pour vérifier la résistance de nos systèmes, et qu'on décide de réagir immédiatement par une cyberattaque, on peut éventuellement rentrer dans un cycle d'escalade. Chacun va essayer de faire une attaque de plus en plus forte, et ainsi de suite, sans maîtriser les conséquences. Donc il est fondamental d'évaluer les risques qui peuvent être pris par rapport à l'ensemble de ces réponses possibles. Et justement, quand les risques sont élevés, la décision est prise évidemment par un niveau politique qui peut être le plus haut. Donc en fait, aujourd'hui, on dispose de l'ensemble de ces éléments-là pour caractériser, analyser. On a même défini, vous avez vu, un vocabulaire spécifique: caractérisation, imputation, attribution. Une attribution, elle peut être publique, elle peut être collective, elle peut très bien ne pas être publique. On peut très bien aller voir l'attaquant potentiel les yeux dans les yeux et lui dire: attendez, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ci, pourquoi ça et comment, quoi. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui dans le périmètre. Et donc le ComCyber, par rapport au ministère des Armées, a ce rôle justement en liaison avec les acteurs. On a parlé tout à l'heure justement de rétro-engineering de code, de choses comme ça. Donc, et c'est pareil aussi par rapport aux services de renseignement qui eux aussi ont des éléments de nature peut-être plus géopolitique pour nous aider à notre compréhension. Et donc l'ensemble des acteurs du domaine de la cyber au sein du ministère des Armées vont proposer justement des éléments, leur vision. Et après, donc, c'est un processus plus politique qui va se mettre en place pour savoir quelle sera la réponse justement à cette attaque. Pour préciser, si par exemple quelqu'un vient bloquer un hôpital, informatiquement je bloque tout, il n'y a plus rien de possible, ça engrange. Est-ce qu'il y a des interdits qui nous disent: nous, on va répondre, mais pas de cette façon-là. Bloquer un hôpital, on ne le fera pas. Est-ce qu'il y a des règles d'engagement aussi claires que ça, par exemple? Alors là, donc, un hôpital, on sort du cadre évidemment, enfin du ComCyber, mais par rapport à ce qui se discute en interministériel, il y a en effet des choses qu'on se refuse de faire. Je parlais un petit peu tout à l'heure justement de droit international appliqué aux opérations dans le cyberespace. Donc, on intègre tous ces éléments-là par rapport à une action de l'État qui se fait justement en respectant le droit international, avec des principes d'éthique tels que la France se positionne. Donc, dans le cyberespace, la France a la même posture que dans les autres champs de manœuvre et dans les autres luttes d'influence avec des acteurs stratégiques ou des groupes. Et donc, on va essayer de comprendre et d'étudier ce qu'il en est par rapport à cet hôpital qui a été attaqué, quoi. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt en effet l'ANSSI qui est à la manœuvre. Le ComCyber peut éventuellement être en soutien s'il y en a besoin. Mais voilà, donc oui, on n'est pas dans une riposte tout azimut. Et donc, il y a toujours une réflexion par rapport à cela, ne serait-ce que déjà pour bien comprendre qui nous attaque. Je l'évoquais tout à l'heure, en fait, une attaque, c'est fulgurant, mais la caractérisation et comprendre réellement qui nous attaque, c'est plus long, et il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper parce que si on décide en effet de contre-attaquer avec du cyber et qu'en fait on s'est fait leurrer parce que l'attaquant a pris ce qu'on appelle un faux nez, il s'est fait passer pour un autre groupe et puis il manque de peau, c'est pas celui-ci, ou l'a rebondi par diverses étapes, ça peut être compliqué. D'où un certain nombre de mécanismes, comme des mécanismes qu'on appelle la due diligence, la diligence requise, qui permet entre les États, quand on sait qu'une attaque vient d'un voisin,
on lui dit, au fait, il y a une attaque qui vient de tel serveur, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ce qui se passe et comment? Et ce sont des mécanismes qui permettent justement de mieux comprendre et de faire la discrimination et de mieux discerner en effet qui nous attaque. Bonjour, Antoine Champagne, journal Reflet.info. Alors j'ai 3 questions, une pour vous et 2 pour vous. Alors, la première question, c'est, je suis un petit peu intrigué parce que c'est donc un gros point de presse et on est au lendemain en fait de la révélation par Mediapart de la... Sur ce point-là, c'est que les questions d'actualité générale viennent à la fin de ce point presse comme on le fait usuellement. Donc là, on se concentre vraiment sur la partie cyber et après, je répondrai à votre question avec plaisir, mais en fin de point presse, si vous le voulez bien. Alors, sur la partie cyber, j'ai 2 questions. En fait, après les révélations Snowden, le chiffrement s'est généralisé de la part de à peu près tous les acteurs. Et du coup, ça pose un problème qui obère nos capacités existantes d'interception sur les câbles sous-marins, par exemple, où on sait que la France a pris une position assez importante qui nous fait rentrer quasiment dans les Five Eyes américains. Comment est-ce qu'on s'est adapté en fait à cette modification finalement de l'infrastructure et de la façon dont les données circulent sur ces câbles, puisque maintenant elles sont beaucoup chiffrées. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour s'adapter à ça, pour continuer à avoir les mêmes capacités d'interception? Et la deuxième question, c'est qu'on a beaucoup parlé en fait de cyberdéfense. Et un peu comme si la France était un pays, et vous venez de le dire, dans la façon dont vous voulez éventuellement répondre, donc la question qui était posée précédemment. Donc on s'interdit un certain nombre de choses, donc on se présente finalement comme une nation vertueuse dans ce domaine-là. Et donc a priori, on a l'impression qu'on ne fait rien d'offensif en fait. Pourtant, on sait qu'il y avait un certain nombre d'entreprises, alors maintenant il y en a une notamment Vupen, qui a quitté la France, qui a décidé de faire autre chose. Mais on sait que Vupen avait des liens très très étroits, alors pas forcément avec l'armée, mais en tout cas avec les services de renseignement intérieur, pour fabriquer des armes offensives numériques. On sait qu'on a été très en pointe, et les différents gouvernements qui se sont succédés, pour développer des outils qui sont tout de même un petit peu offensifs, comme les outils vendus par Amesis, ou les sondes Cosmos issues du LIP6. Tout ça, ce sont des trucs beaucoup plus offensifs, dont finalement on ne parle pas ici. Et je voudrais comprendre pourquoi. Voilà. Alors pour votre première question, le commandement de la cyberdéfense n'est pas un chef de renseignement. Donc moi, je ne peux pas me positionner par rapport à ces éléments-là. Malgré tout, ce que je peux vous dire, c'est qu'il finalement, en effet, il y a une réflexion sur voilà, qu'est-ce que l'État s'autorise à faire, dans quel cadre, par rapport à quel cadre juridique, par rapport à quelle interprétation dans le bon sens du terme, comment je comprends et j'interprète et je mets en œuvre le droit. Et donc on est toujours dans cet équilibre entre d'un côté une sécurité pour l'appareil d'État qui est importante, pour essayer justement de comprendre, parce que l'objectif c'est pas de récupérer de l'information pour la récupérer, c'est l'objectif c'est d'identifier derrière des terroristes, des acteurs qui sont en train de préparer une action. Donc il y a ça d'un côté, il y a cette légitimité par rapport à la sécurité, par rapport à l'État. Et de l'autre, il y a évidemment la liberté individuelle de pouvoir échanger des données, le droit d'entreprise à pouvoir conserver ces données. Et donc, en fait, c'est un équilibre. Alors, l'équilibre, ça peut dire 50-50, mais en tout cas, c'est une décision qui se prend en prenant ces deux éléments-là. Donc, moi, je n'ai pas la réponse. Hein, et en effet, ce sont des réflexions qui se font par rapport à la loi sur le renseignement, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, et qui s'actualisent en fonction, en effet, de l'évolution du domaine. Sur la deuxième question, en effet, sur l'offensif, donc il y a deux choses. Il y a les capacités qui peuvent être développées par des acteurs étatiques ou par des entreprises, mais après, il y a comment elles sont utilisées. Et en France, justement, parce que la France considère qu'il ne faut pas de prolifération d'armes offensives cyber, eh bien, il y a des interdictions pour les entreprises d'utiliser ou de vendre des capacités offensives de cyberdéfense. Et même pour se défendre, ce qu'on appelle le hack-back, une entreprise se fait attaquer, est-ce qu'elle légitimement elle peut riposter ou demander à une autre? Eh bien, en France, c'est interdit. Ailleurs dans le monde, les questions se posent. Voilà. Donc aujourd'hui, et donc ça, comme je l'avais un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais sans le détailler en effet, les armées françaises utilisent des moyens offensifs
donc des moyens qu'ils ont développés sur les théâtres d'opération dans un contexte très, très strict, avec notamment, justement, c'est très encadré par la loi, et notamment la dernière loi de programmation militaire a défini ce qu'on appelle l'irresponsabilité du cybercombattant, c'est-à-dire qu'un militaire qui mène des actions offensives sur un théâtre d'opération et qui porte atteinte à un système d'information d'un ennemi, eh bien, il ne pourra pas être traîné devant des tribunaux parce qu'il a agi à l'encontre de ce système-là. Au même titre que dans le cadre d'actions de combat, les militaires ne vont pas se retrouver devant des tribunaux parce que, justement, c'est dans un cadre global. Donc, tout ça, c'est très cadré. Et donc, après, en fait, on en parle peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous dévoilez les outils, la manière dont ces outils fonctionnent, évidemment, vous donnez à votre adversaire un élément qui lui permettra de se protéger contre vous. J'ai parlé tout à l'heure, en effet, de vulnérabilité, de mode d'action, d'intelligence, d'agilité. Eh bien, c'est ce que développe la France entre les outils, justement, qui sont développés et la manière dont on les utilise sur ces théâtres d'opération. Ce sont des données qui sont très, très sensibles et qu'on ne souhaite pas voir connues par l'adversaire. Donc, on préserve ces éléments-là. Décide. Oui. Voilà, je dis que l'attaque demain d'un système d'information d'un État, j'ai n'importe quoi, la Russie, on va dire que ça, c'est un nouveau terrain d'opération. On se lance dans un nouveau terrain d'opération. Ou alors, est-ce que c'est un terrain d'opération parce qu'on est en opération extérieure à un endroit et dans le cadre de cette opération extérieure? Est-ce que c'est l'un? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que ça peut être les deux? Alors, un théâtre d'opération, en effet, c'est quelque chose de très cadré, on va dire, sur le plan juridique, dans le cadre d'une opération qui peut être en coalition ou seule et qui répond, justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, à une résolution du Conseil de sécurité, à des accords de défense, qui fait que légitimement, on peut en effet se déployer sur un théâtre pour pouvoir justement mener des opérations pour contrer des groupes combattants, Daesh ou d'autres. Donc ça, c'est un théâtre d'opération dans une définition très juridique, très connue. Et après, en effet, on dit qu'il n'y a pas de frontières dans le cyberespace. Il n'empêche que, si on rentre un peu dans le détail de ces couches du cyberespace, la première couche, en fait, la plus basse, c'est une couche physique. Ce sont des ordinateurs, ce sont des câbles, et ceux-là, ils sont posés physiquement quelque part. Donc il y a une territorialité, et donc en effet, quand je dis on attaque, on mène des actions offensives sur les théâtres d'opération, c'est qu'en fait, il faut que ces équipements-là soient sur ces théâtres-là pour qu'on puisse justement pleinement et légitimement les attaquer dessus, quoi. Et après, en effet, c'est une vraie difficulté, puisque aujourd'hui, le cyberespace, mais on peut avoir des données qui sont sur des serveurs, qui sont dans des pays en Europe ou ailleurs, et cela, évidemment, il y a une vraie difficulté à pouvoir agir dessus. Mais là, c'est pareil, dans le cadre de partenariats que nous avons globalement, au travers de l'OTAN, de l'Union européenne ou de liens bilatéraux, eh bien, nous faisons en sorte justement de pouvoir résoudre ces difficultés. J'évoquais tout à l'heure les actions de due diligence. Eh bien là, c'est pareil, à un moment ou à un autre, si on veut mener une action, eh bien, en fait, on la coordonne avec ces acteurs-là, et à la limite, peut-être que c'est eux qui peuvent la faire. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées internationales, dans le cadre, par exemple, d'Europol, qui ont conduit justement à démanteler un certain nombre de groupes de hackers, d'APT, et vous avez certainement entendu parler de Emotet, en fait, de ce groupe. Donc voilà, celui-ci a été démantelé, donc il y avait des positionnements à des endroits qui ne sont pas des théâtres d'opération, mais voilà, les États concernés qui ont voulu mener cette action se sont organisés pour pouvoir le faire le plus légitimement possible, quoi. Donc nous, c'est ce que nous faisons sur ces théâtres d'opération. Et en effet, le positionnement physique est quelque chose d'important, et on ne fait pas n'importe quoi. Et parfois, il y a un certain nombre de lignes rouges qu'on ne franchit pas pour cela. Et après, pour redire, on ne se limite pas. En fait, pour moi, on fait les choses dans cet état d'esprit de puissance d'équilibre. C'est-à-dire qu'on dit qu'on fait de l'offensif, on fait de l'offensif, mais on ne le fait pas n'importe comment. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et finalement, c'est à nous, après, d'être le plus agile possible, de créer les partenariats qui vont bien, pour qu'on puisse réussir justement à mener l'action jusqu'au bout et qu'elle soit efficace. Bonjour, Vincent Lamigeon, Magazine Challenge. 3 petites questions très rapides. La première, Florence Parly, la ministre des Armées, avait explicitement cité le groupe Turla lors d'une attaque. Si je me souviens bien, c'était sur des informations sur l'approvisionnement en carburant de la Marine nationale. Je voulais savoir si ce groupe était toujours, à votre connaissance, actif contre les intérêts militaires français. C'est la première question. La seconde, justement, c'est à l'évier, c'est l'attribution.
Il y a une culture anglo-saxonne qui est beaucoup plus, on va dire, décomplexée sur l'attribution, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, où on dit clairement, quand il y a une attaque, en général, une grosse attaque, on dit c'est la Russie, c'est tel groupe chinois, etc. Est-ce qu'il y a un débat en France pour se rapprocher de cette culture-là, ou est-ce qu'on veut rester sur une attribution plus politique? C'est la deuxième question. Et la dernière, c'était juste sur les 2 cyberattaques qui ont mis en évidence la pénétration de la cyberdéfense de Microsoft, à la fois SolarWinds et donc Exchange. Microsoft est un très très gros fournisseur des armées. Je voulais savoir si vous avez des inquiétudes ou des indications de pénétration via ces attaques de réseaux militaires français. Voilà, merci beaucoup. Sur Turla, en effet, à partir du moment où on est attaqué par ce mode d'action, forcément, on se tient très au courant de ce mode d'action, mais d'autres. Donc après, je ne peux pas vous dire si, en effet, ils ont récidivé ou pas, mais en effet, nous suivons tous ces modes d'action, et en particulier ceux qui, à un moment ou un autre, se sont approchés de nous ou de la base industrielle, technologie et de défense ou d'autres partenaires, quoi. La deuxième question sur l'attribution. Donc l'attribution, ce n'est pas une fin en soi. C'est plus un point de départ, parce qu'une fois qu'on a dit publiquement, tiens, je me suis fait attaquer par un tel, potentiellement un État, l'État va dire, bah, prouvez-le, ou so what, quoi, en fait. Et donc, pour le prouver, on va devoir expliquer comment on a trouvé ces éléments-là. Et là, pareil, on va se fragiliser un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'il aura encore plus d'éléments pour le coup d'après nous attaquer, puisqu'il saura exactement ce qu'on est capable de faire. Donc, il y a ce risque-là, éventuellement, qui peut être pris. Et puis après, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose de très politique, et ça s'insère dans une, j'allais dire, une lutte d'influence entre États qui n'est pas que dans le domaine de la cyberdéfense, qui peut être dans d'autres domaines aussi. Donc après, d'ailleurs, c'est une véritable décision politique. Donc là, ça sort vraiment complètement de mon cadre. La seule chose, en effet, c'est que nous, quand nous apportons des éléments techniques, justement, pour pouvoir conduire à une imputation dans le sens, on va dire, plus technico-opérationnel, après, voilà, on sait que ça peut être lourd de conséquences, et donc il faut que l'on définisse des critères d'assurance raisonnables ou pas. Et si on a des doutes, évidemment, on le dit, quoi. Donc cette attribution, en effet, aujourd'hui, elle se réfléchit. C'est pas une fin en soi, mais ça peut se faire si les éléments sont là et si politiquement ça se justifie, et le choix de la faire publiquement ou non, là aussi c'est quelque chose qui est important. Donc il n'y a jamais aucun automatisme dedans, et la France est très attachée justement à son autonomie d'appréciation de situation, son autonomie de décision, et donc en fait, même si c'est bien sympathique d'appuyer les autres et d'être solidaire, compte tenu des conséquences que ça peut avoir, eh bien, on souhaite le faire de manière éclairée, et donc peut-être qu'un jour ça se fera. Là, vous l'évoquez, en effet, la ministre des Armées avait parlé de Turla, elle a parlé aussi d'autres attaques, mais là c'était plutôt la cybercriminalité sur la Chia à Sainte-Anne, en fait, qui a été une petite attaque, mais quand même qui aurait pu être longue et douloureuse si on n'avait pas réagi collectivement comme il le fallait, quoi. Et alors, pardon, la troisième question. Microsoft, donc là c'est pareil, nous sommes très, très attentifs. Je vous disais tout à l'heure, j'ai un côté un peu paranoïaque. Donc par rapport à tout ce qui se passe de vulnérabilité, eh bien, on réagit très vite. On réagit bien évidemment avec l'ensemble des acteurs, avec l'ANSSI, avec d'autres. Et après, là typiquement, moi je me suis retourné immédiatement vers la DIRESI, qui est l'opérateur du ministère principal, la DGA aussi qui opère, et puis d'autres, pour justement partager, échanger toute la connaissance que l'on pouvait avoir dessus. Et après, justement, c'est tout un travail qui se fait pour identifier oui, non, comment est-ce qu'on pourrait être impacté, comment est-ce qu'on peut minimiser les risques. Donc, il y a tout un travail qui se fait. À chaque fois qu'une vulnérabilité est rendue publique, on se pose des questions de est-ce que nous, on pourrait la subir, est-ce qu'elle a pu être exploitée par quelqu'un d'autre? D'où l'important, justement, en amont. Tout à l'heure, là, dans les missions de la cyberdéfense, il y avait l'anticipation, c'est fondamental, c'est d'avoir une cartographie claire de ces systèmes d'information, quelle est la version de Windows, quelle est la version de Linux, enfin tous les systèmes que l'on a, quels sont les équipements, les microprocesseurs. Il faut cette cartographie très pointue, qui est très difficile à avoir, parce que c'est des systèmes qui évoluent très, très, très vite, mais c'est un atout important. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, justement, moi, en tant que commandant de la cyberdéfense, donc plutôt sur la conduite de la défense, sur la lutte informatique défensive, je me suis
rapprocher justement de cette vision plus normative du numérique pour qu'on travaille encore davantage main dans la main, en amont justement, et comme la DGA l'a dit, pour la conception des architectures de sécurité, mais aussi justement pour cette connaissance des systèmes qui sont en utilisation pour que le jour où on apprend qu'il y a une vulnérabilité, on soit capable de réagir et d'avoir une idée de potentiellement est-ce qu'on est impacté ou non. Alors, je ne pourrais pas vous répondre. En fait, on a regardé si ce logiciel était utilisé, oui ou non. Et donc, aujourd'hui, ouais, non, sur ce point-là en particulier, je peux vous répondre, mais le processus, c'est celui-ci, quoi. C'est un peu celui que j'ai décrit. C'est d'identifier qui a ce logiciel-là, et est-ce que dans la version qu'il a, cette version a été piratée et tout ça. Et là, je peux vous rassurer que on a pris enfin, les mesures qui vont bien, et là, enfin, même à la limite, sans dévoiler de secret quoi que ce soit, en fait, hein, les choix qui se font, justement, je parlais tout à l'heure de souveraineté numérique, de maîtrise des éléments, fait que on a pu juguler cela au même titre que Emotet que j'évoquais tout à l'heure. On a pu anticiper par rapport à ça, quoi. Donc là, non, on n'a pas été impacté, le ministère des Armées, par SolarWinds, par rapport aux choix qui ont été faits, justement, des logiciels que nous utilisons. Mais après, c'est pareil, hein, ça peut arriver en fonction des choix qui ont été faits. Comme je le disais, on parlait tout à l'heure de Microsoft, c'est un peu un incontournable aussi. Donc, à un moment ou à un autre, on peut être impacté par une vulnérabilité. Donc, il faut le savoir, qu'en fait, ça va arriver, quoi, en fait, hein. C'est la seule chose, c'est comment est-ce qu'on va réagir et comment on va prendre ces éléments-là en compte. Donc là, en effet, il se trouve que cet équipement-là, enfin ce logiciel-là, on ne l'avait pas, mais on en a d'autres, et peut-être que cela, à un moment ou à un autre aussi, il arrivera quelque chose, quoi. Donc c'est ça où il faut être capable d'anticiper, de détecter justement ces éléments-là pour pouvoir réagir. C'est un peu ça aujourd'hui, beaucoup de choses sont interconnectées, donc le risque zéro n'existe pas, et il faut mettre en place des mécanismes et des procédures justement pour le maîtriser, pour détecter ces mécanismes qu'on appelle de zéro trust aujourd'hui. Enfin voilà, c'est tout ça que l'on met en œuvre, on travaille dessus pour réduire justement ce risque. Vous avez pensé que j'insiste un petit peu, mais on est... Enfin, vous représentez la sécurité informatique de l'armée française. Il y a effectivement une série de Zero Days qui sont sortis sur Exchange. Combien de serveurs? L'armée a un contrat très important avec Microsoft. Combien de serveurs ont été impactés? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on a pu déterminer qu'il y a eu des fuites de données ou pas? Est-ce que des mails se sont échappés des réseaux de l'armée française ou pas? Est-ce qu'on peut être un peu précis ou est-ce qu'on doit juste rester dans du général comme ça, en fait? Alors, toutes ces étapes que vous avez décrites, évidemment, on les a faites. En revanche, je ne peux pas vous donner les résultats dessus, quoi. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que le ministère des Armées, justement, s'organise pour être résilient et pour que ces missions puissent continuer à se faire. Donc, ce n'est pas la réponse que vous attendiez, mais le principe, c'est celui-ci. C'est cette résilience. Et aujourd'hui, par rapport à cet événement-là, justement, nous avons été en mesure de pouvoir continuer à être résilients, indépendamment, en effet, du risque associé à cela. Et donc, nous avons lancé un certain nombre d'actions. Certaines sont encore en cours pour pouvoir justement évaluer les risques potentiels et nous rassurer la ministre par rapport à l'impact potentiel, en effet, de ces annonces. Parfait. On va prendre quelques dernières questions avant de passer au point sur les opérations. Monsieur Raffray. Bonjour, mon général Myriel Raffray, indépendant. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de toutes ces questions-là, donc je vais peut-être poser deux questions basiques, je m'en excuse par avance, mais c'est pour la clarté de ma compréhension. La première, vous avez dit que vous coordonniez la défense militaire dans le cyberespace, si j'ai bien saisi. La question est la suivante, est-ce que vous coordonnez aussi l'offensive, oui ou non? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, je voudrais revenir sur, alors je ne sais pas comment dire exactement, l'imputation ou l'attribution. La question est la suivante, sur 100 attaques sérieuses détectées par vos services et qui concernent les armées, quel est aujourd'hui le pourcentage de ces attaques pour lesquelles vous êtes, avec un ratio de fiabilité assez important, en mesure de dire qui se cache derrière ces attaques? Merci beaucoup.
Alors, par rapport à votre première question, en effet, moi, je conduis la défense, en fait, c'est-à-dire que je donne des ordres à la chaîne, mais évidemment, ces ordres, ils sont coordonnés avec les possibilités techniques. Et typiquement, justement, s'il y a une opération en cours et qu'un système qui soutient cette opération subit une cyberattaque, si je le coupe complètement, peut-être que ça peut nuire gravement à la réalisation de la mission. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'étudie, qui se négocie. On est pareil dans une gestion du risque. Quel risque on est capable de prendre et d'accepter alors qu'on est sous attaque cyber. Et donc là, ça se définit. Et après, justement, moi, je définis les actions à mener, justement, avec mon centre d'opération, en liaison avec les états-majors opérationnels pour pouvoir trouver justement le meilleur compromis par rapport à ça. Donc je conduis vraiment cette défense. Et après, en effet, je conçois et je conduis, je planifie les opérations dans le cyberespace, donc notamment les opérations offensives. Et ça, je le fais en liaison bien évidemment très étroite avec le centre de planification et de conduite des opérations aériennes, autant pour moi, des opérations interarmées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est colocalisé avec eux, parce qu'aujourd'hui, ces opérations, elles sont coordonnées, elles sont combinées, elles sont intégrées pour pouvoir justement être particulièrement efficaces, en fait. Donc oui, j'ai cette responsabilité, cette chance de pouvoir être vraiment au cœur de ces opérations en liaison avec les autres acteurs. Sur le ratio de l'implication. Et alors, sur le ratio, alors en effet, grosso modo, alors, on a évolué dans nos outils en fait de mesure, parce qu'en fait on mesure plus de choses et plus profondément. Donc en fait nos chiffres d'incidents en fait sont beaucoup plus importants qu'ils n'étaient jusqu'alors, pratiquement dans un facteur 10. Mais c'est pas parce qu'on est 10 fois plus attaqué, c'est parce qu'en fait on a amélioré nos thermomètres. Jusqu'alors on avait un ratio sur l'ensemble de ce que l'on voyait, il y avait 10% qui étaient, oui, des attaques qui, si on ne les avait pas bloquées, auraient pu avoir un impact quand même. Voilà. Et sur ces 10%, il y avait des groupes un peu élaborés, en fait, ou de la cybercriminalité assez pointue, qui étaient venus voir un petit peu ce qu'ils pouvaient faire, ou qui étaient venus rebondir sur nous, quoi. On était dans ce mécanisme-là. Après, il y en a en effet qu'on n'arrive pas à remonter. Aujourd'hui, il faut faire preuve vraiment d'humilité. On a compris un certain nombre de mécanismes, et ces mécanismes-là, finalement, ne sont pas liés spécifiquement à un groupe APT. Parce qu'aujourd'hui aussi, les groupes APT sont quand même bien connus, bien identifiés, donc ils essaient de se diversifier. Là aussi, malheureusement, il y a des variants, et ces variants sont plus difficiles à cadrer, ils peuvent se propager plus et avoir un impact plus fort. Donc voilà. Donc c'est une frustration pour en effet celui qui va étudier cette attaque, qui aimerait bien pouvoir dire voilà, à 100% je peux l'imputer à tel mode d'action. Et en fait aujourd'hui il peut y avoir un flou, mais en tout cas on a réussi à caractériser les actions qui ont été menées. On ne sait pas forcément qui y a derrière, mais on a compris un petit peu ce qu'il en était. Il y a rarement quelque chose, un incident qui est arrivé où on n'a pas compris ce qui s'était passé, quoi, en fait. On a cette capacité à pouvoir reconstituer un petit peu le film. Et ça, c'est important, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Il ne faut pas réagir et tout effacer, justement, pour dire, tiens, je réinstalle mon système et je repars comme si je n'avais pas été attaqué. Non, il faut laisser en l'état, il faut débrancher en fait, du réseau et laisser en état. Et nos groupes d'intervention viennent et font les prélèvements, les études, les analyses pour caractériser ce qui s'est passé et essayer de comprendre comment on a été attaqué, quoi. Donc là, d'année en année, on gagne en maturité, en force par rapport à cela. Mais il est vrai aussi que la cybercriminalité et puis ces groupes élaborés gagnent aussi en compétences. Donc en fait, c'est une course incessante et il faut qu'on garde le tempo, en fait. Voilà. Merci. Encore peut-être 2 dernières questions en audio et on arrêtera là pour la cyber. Alors, une question de Madame Guibert. Ensuite, on prendra 2 questions en audio et ensuite on conclura ce focus. Oui, bonjour, Nathalie Guibert du Monde. On avait entendu dire le CEMA qu'il fallait développer ce qui était aussi la lutte informationnelle dans le cyberespace. Où est-ce que vous en êtes ? Alors, nous travaillons dessus parce qu'en effet, aujourd'hui, on voit tout ce que ça peut impliquer, en fait, l'impact que ça peut avoir sur des opérations. Donc, on travaille beaucoup dessus, en fait, et donc on est pleinement dans la continuité de ce qu'avait annoncé le chef d'état-major des armées. Et donc, je ne veux pas
anticiper sur une date de sortie d'éléments dans ce cadre-là, mais voilà, le chef d'état-major des armées avait évoqué le mois de janvier, et c'est vrai que bon, le Covid aidant, un certain nombre de sollicitations, il y aura un peu de décalage, mais ça fait vraiment partie dans le domaine de la cyberdéfense des priorités dans ce domaine-là, et on l'a bien vu tout à l'heure dans les questions, en fait, ou même dans votre film de présentation, cette ingénierie sociale qui va aller chercher des informations, qui va essayer d'agir et qui va se combiner avec des actions plus informatiques d'attaque, vont permettre justement à un attaquant de pouvoir aller plus loin. Donc il faut que l'on puisse justement comprendre tous ces mécanismes et que l'on puisse justement se positionner. Nous, comment on se positionne par rapport à ça entre cette veille sur ce qui peut se dire contre nous et sur éventuellement un travail de compréhension de qui y a derrière, quelle structure justement a pu être mis en place par ceux qui portent ce type de discours. Oui, Daphné Benoît de l'AFP. En fait, vous décrivez tous les processus que vous décrivez. Le grand absent, me semble-t-il, bon, c'est assez traditionnel, mais de vos descriptions, c'est les services de renseignement. Parce qu'en fait, vous dites que vous n'êtes pas un service de renseignement, mais tout ce que vous nous décrivez, quand même, ressemble fort à du renseignement. Quelle est l'articulation, finalement, avec les services dans ce travail quotidien de traque, d'identification, de compréhension, puis d'offensive? Merci. Alors en effet, nous travaillons beaucoup avec les services de renseignement, de par leur action et la vision que je qualifierais un peu de géopolitique, de compréhension des acteurs qui sont engagés contre nous dans les opérations. Nous, au sein du commandement de la cyberdéfense, en fait, on est l'expert de l'utilisation de technologies informatiques à des fins opérationnelles. Et aujourd'hui, justement, comment est-ce qu'on peut être présent dans le cyberespace, comment on peut bouger dans le cyberespace, comment on peut se déplacer d'un serveur à un autre, comment on peut agir. C'est quelque chose qui est très difficile à visualiser et à expliquer. Mais c'est une véritable expertise, c'est un véritable domaine et qui n'est pas uniquement des mécanismes justement liés au renseignement, où je me positionne quelque part, en fait, je mène un certain nombre d'actions, j'ai des capteurs. Nous, ça va vraiment au-delà, en fait. Donc après, c'est vrai qu'il y a une sorte alors pas de continuum, le terme n'est peut-être pas bon, mais d'articulation très étroite entre le métier du renseignement pour écouter, pour comprendre, et puis après le métier des opérationnels pour agir. Donc souvent et toujours, le renseignement est à fin d'action, et nous, dans le domaine de la cyber, on voit bien qu'il y a du renseignement... justement, on parle de CTI, de Cyber Threat Intelligence, de renseignement d'intérêt cyber, mais c'est du renseignement, ça dépend, ce qu'on appelle, c'est de l'information technico-opérationnelle qui peut être utile. Donc en fait, on travaille beaucoup, justement, notamment avec la DRM, la Direction du renseignement militaire, et les autres services du renseignement, pour se positionner clairement, chacun en fonction de son rôle. Et ce qu'il faut voir, c'est que le commandement de la cyberdéfense est vraiment dans une manœuvre opérationnelle, en fait, de conception d'opération. Évidemment, comme dans les autres milieux de conflictualité, le renseignement va éclairer l'action. Donc on est dans cela. Et pareil, le fruit de l'action peut être intéressant pour le renseignement, bien évidemment, et donc on va reboucler avec eux en fonction de ce qu'on a pu voir dans ce cyberespace au travers de nos opérations sur ces tas d'opérations, quoi. Voilà, donc oui, il y a un lien bien évidemment très, très fort, mais on souhaite faire la distinction parce qu'en effet, on n'est pas dans le même cadre en fait, d'emploi. Et nous avons tous les deux des contraintes fortes et spécifiques, mais qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, mon général. Merci aux ingénieurs Franck et David pour ces interventions extrêmement claires. On va maintenant passer au point sur les opérations par le colonel Barbry de l'état-major des armées. Bien, merci beaucoup, monsieur. Bonjour à toutes et tous. Une synthèse des opérations cette semaine assez dense que je déclinerai en 7 points sur Barkhane, Chamal, Clémenceau 21, Medsent avec l'exercice Réa, la Méditerranée orientale, l'opération Lynx et enfin Sentinelle. Alors pour débuter avec Barkhane, globalement au cours de la semaine, la force Barkhane a réalisé de nombreuses opérations de harcèlement dans la zone dite des 3 frontières. Alors plus particulièrement, je vais revenir sur un événement, le 15 mars en début d'après-midi, les forces armées maliennes, qui étaient en cours de progression donc du nord vers le sud pour rejoindre la garnison de Tessit, ont fait l'objet d'une embuscade par des groupes armés terroristes à proximité donc, de la ville d'Ansango que vous voyez à l'écran. Moins d'1 heure après,
la force Barkhane a dépêché sa force de réaction rapide, qui était composée de 2 hélicoptères de type Tigre, pour apporter un soutien aux forces partenaires, donc aux forces armées maliennes. À cette échéance, aucun groupe armé terroriste n'a été décelé. Alors, les blessés ont été évacués par la MINUSMA et une partie d'entre eux ont été pris en compte sur la plateforme donc, de Gao. C'est donc le lendemain, le 16 mars, 2 convois FAMA ont été escortés par des Tigres et sont partis du camp de Tessit donc pour se rendre sur le lieu de l'attaque, sur le lieu de l'embuscade. Et parallèlement, les FAMA donc de la relève, qui avaient fait une manœuvre rétrograde la veille, ont été accompagnés pour réinvestir de nouveau ce camp de Tessit. Et alors c'est dans ce même secteur, donc, qui est une zone refuge privilégiée de l'État islamique, qu'un aéronef de la force Barkhane a décelé un groupe armé terroriste. Et après cette phase donc, de reconnaissance, d'identification, de caractérisation, les moyens aériens qui étaient alors en vol, en l'air, à savoir un drone Reaper, 2 chasseurs de type Mirage 2000, ainsi qu'une patrouille de Tigres, ont pu procéder à une frappe. Ce groupe armé terroriste a été neutralisé et 10 motos ont été détruites. Alors cette phase, elle s'est opérée en 2 temps. Dans un premier temps, donc, il y a eu cette identification, caractérisation, une première frappe qui a été opérée avec une bombe larguée. Et 3 heures après, à proximité, une deuxième frappe a été conduite donc, par les aéronefs de la force Barkhane et ensuite terminée par un engagement de la patrouille des Tigres. Je voudrais maintenant évoquer avec vous un renfort en aérocombat, puisque, à l'instar de ce qui avait été réalisé en 2015, un détachement de l'aviation légère de l'armée de terre, donc des forces françaises stationnées à Djibouti, a été acheminé en bande sahélo-saharienne par A400M, à hauteur et à concurrence donc, de 3 Pumas que vous voyez à l'écran, et qui vont être engagés au profit de l'opération Barkhane. Ils ont été acheminés directement sur la plateforme de Gao. Alors c'est un renfort ponctuel dont la durée est estimée à 2 mois et qui va permettre sur place d'effectuer des opérations donc de maintenance aéronautique et de garder ainsi un potentiel intact pour la conduite des opérations. Alors cet appui démontre plusieurs choses. Il démontre d'une part la pertinence des forces prépositionnées. Les forces françaises donc de Djibouti représentent une plateforme qui est stratégique, à la fois opérationnelle et logistique, et puis la bonne connaissance donc, de l'environnement, les savoir-faire spécifiques, et notamment l'intervention en milieu désertique, et les capacités de projection rapide sont une réelle plus-value donc, au profit des forces armées françaises. On bascule maintenant avec un transfert de commandement et la relève du GTD-1, puisque le 10 mars dernier, le colonel Gouvernet, chef de corps du 126e régiment d'infanterie, a pris le commandement du groupement tactique des airs numéro 1, et qui s'appelle désormais le groupement tactique des airs Bison, succédant ainsi au groupement tactique des airs Lamy. Alors, commandé par le colonel Vouillou, Lamy, donc le GTD quittant, a notamment participé à l'opération Eclipse. Et lors de ce déploiement de plusieurs semaines en zone particulièrement hostile, Lamy a notamment conduit 18 actions de combat et porté des coups durs à l'ennemi, neutralisé plusieurs groupes armés terroristes, saisi ou détruit 65 véhicules, 15 engins explosifs improvisés, 2 ateliers de confection d'engins explosifs improvisés, une vingtaine d'armes légères d'infanterie et plus de 300 moyens de communication. Alors, il faut se souvenir également que le groupement tactique des airs Lamy a été au cœur du partenariat de combat, puisqu'il a œuvré pour assurer la montée en puissance, la montée en gamme des forces partenaires, avec notamment le 33e régiment de commando parachutistes des forces armées maliennes dans le secteur de Hombori. Et donc, durant l'opération Eclipse, il a ainsi intégré environ 400 militaires maliens dans ses rangs. En ce qui concerne les sorties air, 92 sorties cette semaine, déclinées comme suit: 23 sorties ISR, 18 sorties chasse et 51 sorties ravitaillement et transport. En ce qui concerne rapidement l'opération Chamal, l'opération se poursuit avec ses opérations aériennes et cette semaine, les avions engagés dans l'opération ont réalisé 16 sorties. Je bascule maintenant à la mission Clémenceau 21 avec le groupe aéronaval qui, après avoir navigué en mer Rouge, la Task Force 473 a franchi le détroit de Bab el-Mandeb et a été rejointe par le destroyer américain USS
Laboune. Alors, le groupe aéronaval poursuit la mission Clémenceau, désormais dans le golfe d'Aden. Alors, petit flashback, et lors de sa patrouille opérationnelle en mer Rouge, donc juste avant le franchissement du détroit, le GAN a participé à un exercice bilatéral saoudien qui s'appelait White Shark, donc avec pour objectif de renforcer la coopération et l'interopérabilité avec la marine nationale et la marine royale saoudienne, avec des exercices de défense aérienne, des manœuvres hélicoptères et des évolutions tactiques qui ont été donc réalisées entre le GAN et la frégate saoudienne Maka. Alors Djibouti, on revient encore à Djibouti, zone stratégique, et après le franchissement donc, du détroit, comme évoqué avec vous, le 10 mars, le GAN a rejoint Djibouti pour un mouillage de quelques heures, au cours duquel il a bénéficié donc, du soutien logistique des forces françaises stationnées à Djibouti. Du 10 au 14, les aéronefs donc, du GAN et donc, du groupe aérien embarqué ont mené une campagne de tir sur les champs de tir djiboutiens de Coron. En parallèle, le 12 mars, lors de l'exercice amphibie interarmé Wakri, 2 rafales marines donc, du GAN ont contribué à l'appui des troupes au sol. Alors, ces entraînements ils contribuent à renforcer les capacités de projection de puissance du groupe aéronaval dans la perspective donc, de son inclusion et de son engagement prochain dans l'opération Inherent Resolve Chamal. Parallèlement, en patrouille opérationnelle dans le golfe d'Aden, le GAN intervient également en soutien associé au profit de la CTF 150 dans sa mission de lutte contre les trafics soutenant les activités terroristes. Et le GAN apporte aussi son soutien à l'opération de l'Union européenne Atalanta de lutte contre la piraterie, notamment via le partage d'informations dans cette zone. Je bascule maintenant en Med-Cent, et pour faire un point sur l'exercice de projection de force en mer Méditerranée, donc l'exercice REA, le 13 mars, et comme vous voyez quelques photos à l'écran et un petit film à l'issue, les forces armées françaises ont conduit donc une activité de préparation opérationnelle en Méditerranée centrale et plus précisément au large de la Crète. Baptisé REA, cet exercice a engagé des moyens interarmés et multidomaines. Donc, dans le cadre du maintien de ces savoir-faire opérationnels dans le domaine de la projection de force, à la fois complexe et de longue distance, les armées ont planifié et mené à bien un exercice de contre-terrorisme dans un délai très court, donc de nombreux moyens, que ce soit à la fois terrestres, navals et aériens, tant des forces conventionnelles, et c'est important, que des forces spéciales, ont été intégrés pour réaliser cette mission de vive force. La Marine nationale a mobilisé le porte-hélicoptère amphibie Mistral, la frégate multimission Languedoc, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Loire, un Atlantique 2 et un Caïman Marine. L'armée de l'air et de l'espace a engagé 2 Rafales, un ravitailleur C-135, un AWACS et un C-130J en configuration de ravitailleur. Le commandement des forces spéciales a engagé des commandos marines, 2 hélicoptères Caracal et un C-130H-30. Et donc des militaires de l'armée de terre, donc du 1er régiment du train parachutiste, ont également été impliqués donc, dans cet exercice REA, notamment dans la préparation et le largage de l'embarcation, comme vous le verrez dans la vidéo, des commandos marines et d'équipements spécifiques. Alors, présente en Méditerranée de façon permanente pour contribuer à la sécurité de cet espace donc, d'importance stratégique, dont les zones les plus éloignées ne sont qu'à 3 heures de vol de la métropole, la France démontre donc, par cet exercice interarmé, interallié de contre-terrorisme en mer, sa volonté de participer à la préservation de la sécurité et la stabilité du bassin méditerranéen aux côtés de ses alliés. REA illustre ainsi la capacité de la France, donc rare nation européenne, Madame la ministre des Armées l'a rappelé hier devant le Sénat, rare nation européenne à disposer de forces spéciales agissant dans le haut du spectre, à intervenir au bénéfice de tous contre des menaces protéiformes, y compris en mer. Et je vous propose en moins de 3 minutes une petite illustration vidéo. Commandant d'Okyo, présence du chef terroriste confirmée à bord du navire cible. Okyo de CETAC, l'ATL a relocalisé le navire cible dans le 090 pour 10 nautiques. Quatrième ravitaillement Caracal en cours. Commandant d'Okyo, vers insertion FS par le FECOS. CETAC de ComTF vers Sarpon.
H-10 secondes. 4, 3, 2, unité de l'air. Largage effectué. Commando regroupé barré pour rallier la base d'assaut. Ralliement de Caracal en station d'attente. CETAC de COPTF vers Chaud-Force. Vers Chaud-Force. Il est en train d'engager le pont. Oh, ok. Au QO des chefs d'équipe commando, chef terroriste localisé. Armée française, au sol. Les deux au sol, regarde-moi, regarde-moi. C'est quoi ton nom? Ton nom? Au QO des chefs d'équipe commando, chef terroriste sécurisé. En général, la mission est terminée, chef terroriste formellement identifié, pas de blessés, les équipes sont désengagées. Alors, le film et les photographies vous seront proposés dans un WeTransfer sur la boucle WhatsApp avant la fin de la soirée. Alors, en Médor, Méditerranée orientale, les 15 et 16 mars, dans la continuité de cet exercice, des bâtiments de la Marine nationale ont opéré de concert en Méditerranée orientale avec des rafales de l'armée de l'air et de l'espace déployées sur la base aérienne projetée au Levant. Alors, cette activité opérationnelle a mobilisé notamment le porte-hélicoptère amphibie Mistral, vu précédemment, la frégate multimission Auvergne, cette fois, et 2 rafales de la BAP, et qui ont permis de réaliser un entraînement à la fois de lutte antiaérienne et entretenant un savoir-faire de haut de spectre. La conduite de cette manœuvre interarmée et la concentration des moyens aéromaritimes démontrent ainsi la capacité des armées françaises à pouvoir opérer donc loin de ces approches. Elle permet également à la France de réaffirmer son attachement à la liberté de navigation en haute mer et dans l'espace aérien international en Méditerranée orientale. Je bascule maintenant sur la mission Lynx que j'ai pu évoquer avec vous de nombreuses fois. Mission Lynx qui voit donc l'engagement d'un contingent d'environ 300 militaires français, incluant un sous-groupement tactique interarmes blindé. Au cours des derniers jours, ce qu'il faut noter, c'est essentiellement la manœuvre de transport, puisqu'après avoir été chargé sur un roulier britannique à La Rochelle, ce sont pas moins de 160 véhicules et 30 containers français qui ont été déchargés le 17 mars donc dans le port de Paldiski. Et ce sont les pelotons portuaires du 519e régiment du train qui ont procédé à ces opérations, à la fois de chargement à La Rochelle et de déchargement à Paldiski, donc dans chacun de ces 2 ports. Alors, le reste des containers, lui, il est acheminé et il est en cours d'acheminement par voie ferrée. Et le premier des 2 trains militaires avec 70 containers arrive ce jour à Tapa. L'ensemble des 300 militaires, lui, a été projeté par voie aérienne militaire, plusieurs voies aériennes militaires, la dernière étant, elle aussi, arrivée ce jour. Alors, cette manœuvre logistique d'importance a été orchestrée par le Centre de soutien des opérations et des acheminements, véritable donc tête de chaîne de la logistique opérationnelle militaire. Le CSOA assure de manière continue et permanente la conduite et la coordination du soutien, aussi bien pour les opérations extérieures que pour les missions intérieures. Donc son champ d'action, il comprend également donc les grands événements, les exercices majeurs, ainsi que toutes les activités opérationnelles des armées en et hors métropole. Et je vais conclure avec vous avec l'opération Sentinelle, avec l'adaptation du dispositif.
puisque suite à l'évolution du stade d'alerte Vigipirate, qui a basculé donc le 5 mars du stade urgence attentat à risque attentat, et décidé par le chef du gouvernement, le dispositif a commencé à évoluer pour se rapprocher de ce qu'il était donc avant les attentats du mois de novembre 2020. Donc cette adaptation qui est permanente et qui a toujours eu lieu depuis l'opération Sentinelle vise à optimiser la capacité militaire dans le respect des grands principes de la guerre, avec la liberté d'action, l'économie des moyens et la concentration des efforts. Alors tout ça est rendu possible par une concertation étroite entre les ministères, entre nos ministères, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées. La répartition des effectifs et les missions qui sont attribuées aux unités font l'objet d'une concertation entre les deux ministères à travers 10 différents échelons de coordination. Au niveau national, il y a une cellule de coordination interministérielle intérieure de défense, C2I2, qui se réunit une fois par mois. Et au niveau zonal, le dialogue est permanent entre les préfets de zone de défense ainsi que les officiers généraux de zone de défense et de sécurité. Et ça leur permet d'évaluer les besoins et de les prioriser, puisque je vous rappelle que l'opération Sentinelle repose sur une réquisition des moyens militaires par l'autorité préfectorale. Alors l'opération Sentinelle, elle repose quant à elle sur deux dispositifs, le DOP et l'ERP. Alors le dispositif opérationnel permanent, c'est quoi? C'est un ensemble d'unités militaires qui est déployé en permanence sur le terrain et donc en opérant de façon très coordonnée et étroite avec les forces de sécurité intérieures. Et il répond à des besoins qui s'inscrivent dans la durée. Et donc aujourd'hui, l'opération Sentinelle est en train de revenir, je l'ai évoqué avec vous, sur le niveau, environ 3000 hommes, qui était celui préexistant avant novembre 2020. Ce DOP, dispositif opérationnel permanent, il peut être renforcé par un contingent militaire supplémentaire, donc jusqu'à concurrence de 7000 hommes, et qui lui répond au nom de échelons de renforcement programmé. L'existence de cet échelon de renforcement programmé est scindé en deux. Il y a un premier module de 1000 hommes qui est en alerte à 12 heures, tandis que le deuxième est quant à lui en alerte à 72 heures, ce qui facilite les bascules d'efforts et rend le dispositif d'emploi. C'est notamment ce qui avait permis à ce dispositif de pouvoir basculer en novembre 2020 rapidement de 3000 à 7000 hommes, avec une première phase plus 1000 en moins de 24 heures et une deuxième phase plus 3000 en moins de 5 jours. Le dernier élément qu'il convient de noter sur cette réadaptation du dispositif Sentinelle, c'est sur cette première fraction de 1000 hommes, nous avons mis en place une régionalisation qui permet une implication supplémentaire des officiers généraux de zone de défense et de sécurité avec une meilleure réactivité sur le terrain en ayant à leur main un contingent qui leur permet d'agir au plus proche et en parfaite coordination avec l'autorité préfectorale. Voilà, j'en ai terminé pour cette synthèse des opérations et je suis bien évidemment tout disposé à répondre à vos éventuelles questions. Bonjour, je ne sais pas à qui s'adresse cette question, il s'agit des néo-nazis. Un de nos confrères ce matin dans un blog indique que l'un d'entre eux, un légionnaire en l'occurrence, aurait été chassé de la 13e DBLE. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information et est-ce que vous avez des informations complémentaires quant aux enquêtes que vous avez annoncées de suivi des quelques cas révélés par Mediapart? Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Merci. Donc tout d'abord, il s'agit de faits extrêmement graves que la ministre des Armées a condamnés avec la plus grande véhémence hier au Sénat lors de son audition et d'autre part sur les réseaux sociaux. Le militaire incriminé que vous mentionnez a été radié de la Légion étrangère. Il était en période probatoire et ne fait donc plus partie de la Légion étrangère. Sur les 50 cas qui ont été évoqués par Mediapart, le ministère des Armées porte l'appréciation suivante. Une douzaine de ces cas ne sont plus liés aux armées aujourd'hui et ont quitté le service. Pour une vingtaine des cas cités, nos investigations se poursuivent, mais en l'état, nous n'avons pas identifié d'accointance avec l'ultra-droite, mais nos investigations se poursuivent. Ensuite, il y a le cas des légionnaires. Nous avons parlé du légionnaire qui avait effectué un salut nazi qui a été radié du service. Concernant les autres légionnaires,
Certains d'entre eux avaient été détectés lors de leur engagement. Tout le monde connaît les principes de la Légion, c'est ceux de la deuxième chance et du droit à l'oubli. Les agissements répréhensibles dont il s'agit avaient été détectés avant leur incorporation, et depuis leur incorporation au sein de la Légion étrangère, plus aucun signe ou attitude répréhensible n'avait été identifié. Ensuite, il y a quelques cas de militaires qui sont cités dans l'enquête de Mediapart qui avaient déjà été détectés par nos services et qui avaient déjà été punis. Et enfin, il y a effectivement 6 à 7 cas qui n'avaient pas été détectés jusqu'alors par nos services, sur lesquels nous sommes en train d'investiguer très minutieusement. Des enquêtes de commandement sont en cours dans les régiments concernés, et si les faits sont avérés, des sanctions extrêmement lourdes seront prises. Voilà, je tiens à dire que nous parlons là de 6 à 7 cas, voire de 50, mais j'ai expliqué la prudence avec laquelle il fallait considérer ces 50 cas, à rapporter à une population de militaires de 210 000 personnes. C'est donc 0,02% de la population militaire, dont les valeurs n'ont strictement rien à voir avec ces idéologies nauséabondes, répréhensibles, et que nous qualifions avec la plus grande fermeté. Voilà, donc nous sommes humbles. Nous avons des mailles du filet aussi resserrées que possible. Nous avons un service de renseignement au sein du ministère des Armées qui s'appelle la DRSD, dont les effectifs sont en augmentation constante. Entre 2017 et 2025, dernière année de la loi de programmation militaire, les effectifs augmentent de 28%. Et entre aujourd'hui, jour où nous nous parlons, et 2025, les effectifs augmenteront de 8%. Donc, la DRSD a bien sûr d'autres tâches que celle de prévenir les incursions de ce type d'idéologie au sein du ministère des Armées. Néanmoins, nous sommes parfaitement conscients de la nécessité d'avoir des mailles du filet aussi étroites que possible, et le renforcement des effectifs de la DRSD y contribue. Une petite précision suite à la question de Daphné. Le légionnaire qui a été radié, il a été radié des armées. Il n'a pas été radié que de la Légion et reversé dans son unité d'origine. Il était en période probatoire et a été radié de l'armée. Mon colonel, vous me le confirmez? Oui, absolument. Période probatoire, son contrat a été terminé. Il est parti. Dans une période probatoire, on peut arrêter le contrat soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande de l'institution. Là, c'est à la demande de l'institution. Il quitte donc l'armée française. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ou pour le colonel Barbry? Moi, j'ai une question. Allô? Nous vous entendons, madame. Aude Leroy, Europa. Oui, quand vous dites que sur les cas cités par Mediapart, que vous aviez déjà puni, concrètement, ça veut dire quoi? Il y avait 7 militaires qui avaient été sanctionnés au mois de juillet 2020 pour des faits similaires. Sur ces 7 militaires, 2 avaient été radiés du service et 5 avaient été punis par des jours d'arrêt, de l'ordre de plusieurs dizaines de jours d'arrêt. Ces jours d'arrêt signifient une privation de liberté pendant la période des jours d'arrêt et signifient aussi, de manière évidente, une pénalisation très forte sur la suite de leur carrière et leurs promotions éventuelles qui seront effectivement très significativement entachées par ces faits éminemment répréhensibles. Et ils sont continus, on les a à l'œil, j'imagine, c'est ça? Il y a quelque chose qui se passe Alors, il y a, plus particulièrement pour eux. Il y a des échelons. Je ne sais pas pourquoi mon micro ne fonctionne plus. Il y a des échelons de commandement, comme chacun sait, au sein du ministère des Armées. Donc évidemment que les chefs de corps concernés ont une vigilance toute particulière. Et par ailleurs, la DRSD que j'ai mentionnée tout à l'heure a un rôle de criblage en amont des recrutements et ensuite un rôle de détection et de surveillance au cours de la vie de nos personnels, qu'ils soient civils ou militaires d'ailleurs, pendant toute leur durée de service au sein du ministère des Armées. Une précision peut-être par le colonel de la Prelle, chef du CIRPATER. Il y a quelque chose qui est extrêmement important à bien comprendre dans cette communauté humaine, c'est qu'elle vit ensemble. C'est-à-dire qu'un soldat, il n'est jamais tout seul. Le pion de base dans l'armée de terre, c'est le trinôme. Et puis il y a la section où on vit par 20. Et puis il y a la compagnie où on vit globalement par 100 ou 150. On vit ensemble. On fait du sport ensemble. On se connaît bien. Et en fait, c'est la plus belle des surveillances. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a des cas un peu louches, quand il y a des cas qui causent problème, la chaîne de commandement, elle le sait très vite. C'est pour ça qu'on a confiance dans cette communauté humaine et que vous pouvez être absolument assuré que tout le monde s'observe et dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un comportement particulier, on le sait en réalité très vite. Alors peut-être, monsieur, vous aviez levé le doigt avant madame Benoît. Monsieur
Oui, en fait, vous dites que vous les repérez très vite, mais visiblement, le légionnaire, c'est quelque chose qui a été... les sanctions ont été déclenchées après l'article de Mediapart, donc ça a été révélé par une observation des réseaux sociaux par des journalistes. L'autre question que je me pose, c'est est-ce que quelques jours d'arrêt est une sanction appropriée pour des gens qui ont accès à des armes, à un entraînement militaire, et qui, par ailleurs, publiquement, prônent finalement l'éradication des Juifs. Est-ce que c'est une sanction appropriée pour vous? D'abord, chaque cas est particulier, et en l'état actuel, nous n'avons pas forcément une connaissance totalement fine de l'entièreté des faits qui peuvent être reprochés et qui, à ce stade, ne sont pas nécessairement avérés. S'ils le sont, ils font l'objet de sanctions. C'est l'exemple du militaire de la 13e DBLE. Pour les autres, les instructions sont en cours. Nous sommes dans un état de droit. Et au niveau du ministère des Armées, nous sommes aussi respectueux de la présomption d'innocence et la nécessité de regarder les faits dans le détail. Donc, est-ce que j'entends bien, mais là, je vous parle d'un truc très précis. Vous avez sanctionné des gens pour plusieurs jours d'arrêt, vous avez dit. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui a été... l'enquête a été faite, les responsabilités sont établies et la sanction est tombée. S'agissait-il de gens qui prenaient ce type de position publique, qui sont des positions, comme on a vu dans l'article, de type, pour résumer, nazi, c'est-à-dire en fait prônant l'éradication des Juifs? Ou s'agissait-il de toute autre chose? Enfin, je veux dire, vous savez sûrement pourquoi ils ont été sanctionnés et à combien de jours d'arrêt, enfin, qu'on puisse se faire une échelle en fait des sanctions qui sont prononcées. Pourquoi? Comme quand il y a une condamnation en justice, on sait quel est le délit et quelle est la condamnation. Chaque cas est différent. Nous apportons une réponse proportionnée. Des enquêtes de commandement sont menées. La justice, si elle doit faire son travail, fait son travail. Et il faut distinguer ce qui est du ressort de l'enquête de commandement et des punitions disciplinaires qui existent au sein du ministère des Armées, des sanctions judiciaires, pénales, qui peuvent être diligentées par les autorités judiciaires. Donc, dans les cas dont nous parlons, sans avoir l'entièreté des éléments du dossier, les cas dont nous parlons n'ont pas fait l'objet d'enquêtes judiciaires et étaient donc à un niveau, à ma connaissance, infra-délictueux. Donc, il y a eu des sanctions disciplinaires, mais il n'y a pas eu de poursuite judiciaire parce que l'autorité judiciaire ne s'est pas saisie de ces cas. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Excusez-moi, c'est une question de logique. Enfin, je veux dire, on est effectivement dans un état de droit. Le ministère applique une sanction avec des jours d'arrêt pour des militaires qui ont commis quelque chose. Vous savez quoi? Tout réside dans le quelque chose. Enfin, en réalité, moi, en tant que porte-parole du ministère des Armées, je n'ai pas le dossier disciplinaire des personnes dont nous parlons, et donc nous n'allons pas dans ce cénacle. Mais vous n'avez pas creusé le sujet après les révélations de Mediapart pour pouvoir répondre à nos questions aujourd'hui? Je peux juste répondre sur la différence entre les jours d'arrêt qu'évoque monsieur le porte-parole et les problèmes judiciaires. Un militaire qui, sur un pas de tir, fait une erreur de tir, il ne va pas aller en prison, il va avoir des jours d'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a bien une différence entre une erreur commise et une faute pénale. L'enquête de commandement déterminera si éventuellement il y a faute pénale. Le militaire, le chef de corps, son chef, punira globalement au niveau disciplinaire dans l'armée de terre si on estime que la faute, et c'est l'enquête de commandement qui le dira, est du niveau disciplinaire de l'armée de terre. Si c'est supérieur, ce sera supérieur. Il y a une enquête de commandement. Non mais je ne comprends pas, vous répondez complètement à côté de ma question. J'en suis désolé. Je ne comprends pas, franchement. Vous appliquez une sanction, vous avez appliqué des jours d'arrêt à des militaires, vous venez de l'annoncer dans les mois qui ont précédé. C'est bien que vous avez estimé en tant qu'employeur, mais pour essayer de comprendre, en tant qu'employeur, qu'il y avait eu une faute. Vous dites quelqu'un qui commet une faute sur un truc de tir. Donc là, il y a une faute qui est commise parce qu'il a pris des positions politiques qui sont contraires en fait à notre République. Donc vous avez bien identifié la faute et appliqué un certain nombre de jours d'arrêt. Est-ce que vous pouvez dire quel type de faute,
pour combien de jours d'arrêt? Donc la réponse est non sur ce point-là précis. En termes de méthode, il y a une hiérarchie des normes en France. Il y a ce qui est du niveau disciplinaire et ce qui est du niveau judiciaire. Pour les faits dont nous parlons, le ministère des Armées, et c'est son rôle, a pris les sanctions qui s'imposaient en matière disciplinaire. Pour le registre pénal et judiciaire, ni le porte-parole du ministère des Armées, ni le chef de CIRPATER ne sommes à même de répondre à cette question. Mais la réponse est « je ne sais pas, à l'heure où nous parlons, les faits précis ». Mais encore une fois, vous savez, monsieur, les sanctions qui peuvent être données par le ministère des Armées le sont à l'aune d'enquêtes précises, détaillées, avec des circonstances, avec des contextes, et ce n'est pas en quelques secondes ou dizaines de secondes que nous pouvons juger de manière tranchée les choses. Donc les sanctions ont été prises avec à la fois diligence et minutie, sont celles que j'ai indiquées, et voilà l'état du dossier. Y a-t-il d'autres questions? Madame Benoît. Oui, Daphné Benoît, de l'AFP. Juste pour rester sur le même sujet, désolé. Oui. Concernant la vidéo de soldats déployés au sein de Barkhane je ne sais pas, demandant à un local de faire des pompes, avec des commentaires peu amènes. Est-ce que vous avez identifié en fait ces militaires? Sont-ils encore au sein des armées actuellement ou font-ils partie de ceux qui sont partis? Et y a-t-il eu des procédures disciplinaires à leur encontre? Nous sommes en train, donc je n'ai pas la réponse précise à votre question, Madame Benoît, nous sommes en train d'investiguer tout ce qui a pu constituer une découverte pour nous dans ces éléments révélés par Mediapart, et encore une fois, les sanctions seront prises en fonction des éléments qui sont établis. Bien. Eh bien, merci beaucoup, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour parler de jeunesse. Merci à vous, bonne semaine.